Ce soir, j'ai le plaisir de recevoir deux passionnés de littérature, Lucas Favre et Charles Gringoire, pour aborder une question qui peut paraître un peu absurde, mais qu'on ne peut pas s'empêcher de se poser. Quel est le plus grand écrivain français? Et alors, avant de commencer, messieurs, j'aimerais bien vous demander de vous présenter rapidement. Favre, Alors, bonsoir RNAS et merci pour cette aimable invitation. Et merci aussi à Monsieur Gringoire de se joindre à nous. Donc moi, pour aller très très vite, donc je suis comme vous et c'est comme ça que nous nous sommes connus, un passionné de littérature. Nous sommes connus par un projet commun pour essayer de recenser les auteurs qui nous semblent importants, intéressants. Et c'est ce qui nous a ramenés ensemble. Et donc moi, de mon côté, pour aller très vite et pour rester à ce qui nous intéresse, donc je suis un passionné de littérature. J'ai écrit dans quelques revues et j'ai aussi commis un roman, donc pour lequel on avait déjà discuté précédemment, mon cher Anas, qui s'appelle Babel. en effet, est vidéo consacrée à Babel sur la chaîne YouTube de La Mémoire Longue. Excellent. Mon cher Gringoire, Eh présentez-vous ben, s'il vous plaît. merci messieurs de m'inviter ce soir, très très honoré. Eh bien effectivement, on s'est connus parce que nous sommes tous les trois amoureux hein, de la chère langue française et puis de la littérature. Bon, pour ma part, je suis voilà Charles Gringoire, écrivain et puis créateur d'un mouvement qui s'appelle le terrorisme esthétique. On aura peut-être l'occasion d'en reparler. Et qui vise voilà à faire des joutes dans ce monde peut-être un peu trop policé et à user des plus beaux verbes. Et c'était un plaisir d'être avec vous ce soir et c'était un plaisir d'avoir écrit en partie aussi avec vous et mûri avec vous ce projet littéraire. Excellent, merci. Et je rappelle qu'effectivement, on a écrit une anthologie buissonnière de la littérature française, pour laquelle, Gringoire, vous avez écrit sur des auteurs aussi différents que Saint-Amand, Céline, Drieux-La Rochelle, et Drieux-La puis un Rochelle, contemporain, Jérôme Leroy. Jérôme Leroy, C'est exactement. ça, j'en oublie pas. Non, 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 les quatre textes sont bien là. Excellent. Enfin, Et puis Favre, déjà sur les moralistes du grand siècle, on a eu La Rochefoucauld, on a eu Pascal, un petit peu après, 18e, le Chamfort, et puis des gens aussi différents que Rabelais, à Camus, en passant par Zola. Est-ce qu'il y en a eu d'autres? Il me semble que le compte est bon. Vous avez une Ok, bonne mémoire. bon ben, fantastique. J'ai travaillé avant l'émission. Excellent. Bon, ben, si on attaque la question, quel est le plus grand écrivain français? Peut-être pour s'abriter, s'il est permis, quand on parle de littérature française, derrière un Herr Professeur Doctor aussi prestigieux qu'Emmanuel Kant, on peut rappeler que Kant, dans la critique du jugement, aborde ce paradoxe que les choses belles sont subjectives, mais en même temps peut-être universelles. Puis lui donne l'exemple d'une rose. Quand on dit cette rose est rouge, tout le monde objectivement peut tomber d'accord que la rose est rouge. Quand on dit cette rose est belle, c'est subjectif, mais en même temps, tout le monde a tendance à tomber d'accord sur le fait que la rose est belle. Alors la question, le défi pour ce soir, c'est mettre l'œuvre d'un auteur français au milieu de la table devant nous et convenir tous les trois que cette œuvre est belle, puis non seulement elle est belle, mais c'est la plus belle, c'est la plus riche, c'est la plus grande, etc. Donc voilà le défi. Et puis, avant peut-être de répondre à la question directement, ce qui serait difficile, finalement, qu'est-ce qu'un grand écrivain? Est-ce qu'on peut essayer de trouver des critères qui ensuite nous permettront de dire, parmi tous les écrivains français auxquels on peut penser, c'est celui-ci qui répond le plus à ces critères et qui donc a des chances d'être le plus grand, entre guillemets. Je vous laisse commencer. Qui d'entre vous a envie de démarrer là-dessus? Moi, je dirais que d'abord, un auteur qui va marquer son temps et plus que ça, qui va s'inscrire dans l'histoire de la lourde littérature française, pour moi, il doit d'abord être subversif. Pourquoi? Parce qu'il doit faire évoluer l'art à un moment ou à un autre. Et je garderai ce marqueur-là, puisque pour moi, tous les artistes qui ont marqué leur temps sont finalement des précurseurs, qui ont subi des abominations de leur temps en disant mais c'est un homme fou, et au final, non, c'est un génie. Moi, je crois un petit peu en la figure du génie, policé par le travail, hein, parce que comme disait un de mes auteurs, on y reviendra, je n'ai pas plus de génie, j'ai plus de méthode, mais je crois quand même qu'il faille y avoir une part de génie dans ces projets. Donc je dirais d'abord que et je mets le premier coup un peu de couteau dans la toile de maître, mais il faut quand même avoir un côté subversif et un côté où on a envie d'en découdre parce qu'inégalité, parce qu'on n'est pas satisfait quand on est auteur. Et ce même auteur que je n'ai pas encore cité, que je ne tarderai pas à citer, disait mais finalement, pourquoi on écrit? Parce qu'on est malade dans cette vie et qu'on va chercher dans autre chose. Bah, je crois profondément en ça, c'est-à-dire aller puiser dans une forme de beauté que la vie ne nous offre pas. Bon, pas tout de suite. Voilà. Donc je dirais la subversité comme premier.
Mon premier. D'accord. Intéressant. J'aurais pas forcément dit ça, dans la mesure où je pense à des auteurs classiques, à des auteurs qui, au contraire, Ouais. font consensus. Mais intéressant. Favre, est-ce que vous auriez un critère à proposer, peut-être réagir là-dessus ou partir encore dans une autre direction? Déjà, je voulais juste rebondir sur la dernière idée de l'ami Gringoire, qui était celle d'un auteur qui essaie de compenser une vie parfois morne ou qui ne lui plaît pas. Et alors, il le prend plus dans un sens subversif de révolte. Et d'ailleurs, Camus disait qu'il philosophait pour sauver sa peau, donc il y a un peu de ça. Mais un très bon exemple de ça, et je m'avance sur ma réponse à la question, c'est Balzac, qui a passé sa vie à rêver sa vie, à se rêver ambitieux conquérant Paris, alors qu'il se cachait de ses créanciers, était moqué dans les salons pour sa gaucherie, et a passé son temps à attendre la femme qu'il aimait et qu'elle revienne, et qu'il n'est jamais elle est revenue beaucoup trop tard. Donc je suis assez d'accord sur cette idée de l'odeur qui crée un monde imaginaire pour se révolter, même si c'est pas exactement ce que mon camarade a dit, mais j'en profite, comme c'est moi qui ai la parole, pour détourner avec beaucoup de mauvaise foi ce qu'il a dit. Et pour revenir sur la question du grand écrivain, j'ai déjà envie de mettre un petit grain de sel en disant que le problème, c'est que ça peut recouvrir plusieurs choses. Parce qu'on appelle un écrivain à la fois un poète, on appelle un écrivain un romancier, on appelle un écrivain un moraliste, un écrivain de pièces de théâtre. Et c'est assez difficile de trouver un point commun parce que, par exemple, on peut être un immense romancier en n'ayant pas forcément un style exceptionnel. Moi, j'ai pas la chance de lire le russe, mais il paraît que le style de Dostoïevski en soi est pas particulièrement léché ni, esthétique, mais par contre ses personnages, romanesques sont exceptionnels. Et donc j'ai tendance à croire, moi de mon côté, c'est très personnel, que l'écrivain, ce qui le caractérise, c'est son rapport à la langue et au style. C'est ce qui va faire. D'ailleurs, on le dit des fois, on dit tel historien, en plus d'être un historien, est un écrivain. En général, ça veut dire qu'il a une plume qui décrit bien. Et donc, pour en revenir du coup à cette question-là, je penserais donc que le style serait le critère suprême, au-delà donc, désolé pour mon ami, de la subversivité, parce qu'un subversif avec un style moins bon serait peut-être un grand artiste, un grand créateur, un grand novateur, et pas forcément un grand écrivain, parce qu'il faut cadrer ça dans un style. Et donc, à ce titre-là, et je m'avance, même si on n'a pas encore posé la question, j'aurais tendance à mettre Pascal au sommet, parce que c'est lui qui, pour moi, a figé la forme, a figé, c'est pas le bon mot, a fait un peu fixer le canon du français classique, qui est le canon auquel tous les écrivains se réfèrent, y compris pour s'y opposer. Donc, Favre, si je comprends bien, le style est Style. numéro un. Mm. Et un grand écrivain, c'est d'abord un écrivain qui a un style. Est-ce que c'est ça l'idée centrale? Exactement. D'accord. Là-dessus, j'aurais peut-être un ou deux contre-exemples. Par exemple, Paul Morand. Paul Morand, Mm. quand on le prend, c'est vraiment un auteur qui a un style extraordinaire. C'est d'ailleurs pas pour rien que Céline disait que Morand était le premier à avoir jazzé la langue française. Mm. Et parfois, les gens qui parlent un peu de style pensent que les grands stylistes de la littérature française du XXe, Proust, Céline et Paul Morand. Simplement. Et quand on le lit, par exemple, dans Venise au pluriel, il y a des descriptions d'étals de poissonniers avec toutes les fines herbes. Et on sent l'odeur de la mer, on sent l'odeur des fines herbes. Il évoque les plats, il évoque les sauces. Quand il fait une description, par exemple, il décrit en 2 pages Venise. Et on voit défiler depuis 1914 jusqu'à 1960-70 tous les costumes, tous les personnages qui ont traversé Venise, c'est fantastique. Maintenant, si on prend Paul Morand, est-ce qu'on va dire que c'est un très 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 grand écrivain dans la mesure où il n'a pas nécessairement créé tout un monde, créé des personnages, créé des intrigues qui nous emportent ou des mondes comme on a cité Balzac qui n'ont pas de fin, pas de début, pas de fin. Ça serait un premier exemple. Et peut-être le deuxième contre-exemple que j'aurais, c'est Chateaubriand par rapport justement à Balzac. Chateaubriand, chaque phrase est vraiment magnifique, Policier. Mm. cool, policier, puis musical, visuel. Enfin, c'est vraiment la perfection même. Et si on prend une phrase de Balzac isolément, on n'a pas cet effet magique, cet effet charmant. C'est Mm. pas, on peut pas dire que c'est un grand styliste. Mais en même temps, Mm. est-ce qu'on peut dire que
Chateaubriand, c'est le plus grand écrivain du 19e ou que Paul Morand, c'est le plus Mm. grand écrivain français du 20e. Là, j'ai un peu attaqué la thèse de Favre. Favre, est-ce que vous voulez rebondir là-dessus? Ah oui, je suis tout à fait d'accord sur le fait que l'effet d'une œuvre sur le lecteur ne se confine pas, ne se limite pas au style. On est absolument d'accord là-dessus. Mais typiquement pour Balzac, si on dit que c'est un plus grand romancier qu'un écrivain, globalement, ça permet de décrire ce que vous expliquez. Alors effectivement, dans mon sens à moi, en fait, je fais d'écrivain un synonyme de styliste, pour ne pas avoir à choisir entre les différents sens que peut prendre le terme. Et pouvoir du coup comparer, parce que sinon, si on ne fait pas ça, comment comparer Apollinaire et Balzac? C'est impossible. Mais en même temps, est-ce qu'il n'y aurait pas moyen de trouver des critères, la question assez classique, mais finalement qui nous amène à l'essentiel, c'est, vous savez, quand on demande si tu devais passer 10 ans sur une île déserte, quel livre emporterais-tu? Ou si vous allez en prison, vous êtes dans une cellule, vous avez droit à un seul livre ou à un seul auteur, quel auteur choisiriez-vous? Parce que je crois que c'est la question qui oblige à se dire quelle est l'œuvre la plus essentielle, quelle est celle qui va me permettre de survivre, de ne pas devenir fou. Et à partir de ce moment-là, on peut, sans nécessairement comparer par exemple Pascal à Apollinaire, mais on peut se demander, voilà, si j'avais le choix entre emporter Apollinaire ou Pascal sur une île déserte, je prendrais lequel? Et finalement, pourquoi? Pourquoi est-ce que je pense qu'il y en a un qui va m'occuper pendant 10 ans et l'autre pas nécessairement? À vous la balle. La question est finalement sur effectivement comment on passe le temps à lire, quoi on pense quand on lit. Est-ce qu'on est sur l'île déserte finalement quand on a 16 ans, ou est-ce qu'on est sur l'île déserte quand on a 45? J'ai tendance à dire que quand on a 16 ans, c'est d'autant plus facile et ça ferait davantage un peu rêver et, bon, occuper le temps que d'avoir un poète, que d'avoir quelqu'un qui nous fait rimer, imaginer des choses, des aventures ou et si on a 45 ans, de prendre une certaine maturité, parfois sur des réflexions qu'on n'aurait pas eues à 16. Je pense qu'il y a une question aussi de l'âge à laquelle on va lire, découvrir les auteurs. C'est un peu ce que je dirais sur, là, par exemple, Apollinaire. Donc, je dirais qu'il y a quand même une question aussi de maturité sur la lecture, mine de rien. Je n'étais pas du tout d'accord avec ça au départ. J'avais un professeur que je trouvais bien stupide de pas nous avoir fait, par exemple, lire Céline bien plus tôt et que je remercie tous les jours aujourd'hui de m'avoir fait lire finalement plus tard. Parce qu'il a dit, mais en fait, vous avez pas toutes les codes, vous avez pas toutes les clés pour lire en ce moment. Donc, je vous invite à relire. Vous êtes des jeunes cons finalement. Et il a eu raison. Donc, je pense qu'il y a quand même cette clé de maturité. Et puis, pour revenir sur l'œuvre, l'essence même de l'œuvre, c'est vrai que il y a des œuvres que je tombais, par exemple, bah, tout simplement quand on découvre la poésie, même de moi, ma part assez tardive, on découvre par Baudelaire, par l'école, par l'éducation. Et on se dit, oh, mais Baudelaire, c'est génial. Puis en plus, on fait du skate, on boit des 8-6, et puis on est à Valence. Et enfin bref, on est dans une vie de zozo. Donc on se dit que mais il était phénoménal, c'était un bandit, lui pareil, il vivait ma vie, quoi. Et puis après, on se sépare un petit peu de Baudelaire, on découvre d'autres choses, et puis on y revient un peu plus tardivement. Donc, je crois que peut-être ça, c'est une piste. Voilà, je me suis peut-être un peu perdu dans ce que j'ai dit, mais je dirais qu'il y a quand même un effet de piste, de revenir à nos premiers amours littéraires, et puis surtout d'avoir pu faire grandir ces amours littéraires. Je pense qu'il y a un peu un côté comme un bon vin, quoi. Dire, ou en tout cas un bon mets. Dire, bah, c'est quelque chose qui va nous travailler sur le temps long. Mais je crois qu'il y a quand même cet aspect de la maturité à prendre en compte, de nous, et puis de ce qu'on peut voir, ce qu'on peut lire à travers les lignes, et philosopher à travers les images qui nous sont données à voir. Ouais, je crois que c'est très intéressant qu'en effet, l'âge, donc peut-être que un groupe de personnes de 20 ans pourrait se mettre d'accord sur le plus grand auteur, Ouais, mais peut-être. un groupe de personnages d'âge différents, comme c'est notre cas à nous trois, ça va peut-être être plus difficile. Et je suis tout à fait d'accord, si je peux faire un témoignage personnel. À 15 ans, Céline, ça a été un coup de poing à l'estomac, et jamais depuis aucun auteur ne m'a fait un aussi grand effet que Le Voyage au bout de la nuit. Néanmoins, aujourd'hui, à plus de 50 ans, quand j'ouvre Le Voyage au bout de la nuit, je trouve qu'il y a un côté mécanique, voulu, peut-être un peu forcé, et finalement, j'ai du mal à dépasser la page 50. Est-ce que ça veut dire que à l'âge que j'ai maintenant, maturité, j'ai atteint une certaine vérité, ou au contraire, comme le pensait Montaigne,
que c'est quand on est jeune qu'on a toutes nos facultés, qu'on a toute notre Mm, énergie, mm, et que mm. c'est là qu'on vit vraiment et qu'on est vraiment capable Mais de sentir. Et finalement, après, on est un vieux débris et on va se contenter d'un auteur assez consensuel à lire sur une euh, plage pendant vous, 5 ans. vous êtes vous en bourgeoisie, mon cher Erenas. C'est peut-être ça, effectivement. Favre, qu'est-ce que vous en dites? Moi, j'ai envie de revenir sur votre idée du test de l'île déserte pour l'aménager un tout petit peu. Parce que le problème du test de l'île déserte, c'est que l'épaisseur du livre devient un critère. On a intérêt à emporter la recharge du temps perdu, on gagne des milliers de pages, plutôt que d'emporter un recueil de poésie. Parce que même à qualité équivalente, et j'ai envie de dire, au final, peut-être que le bon test, ça serait, vous partez sur une île déserte et vous ne pouvez plus penser qu'à un seul livre, lequel ça peut être. Parce que l'avantage, c'est que ça va réconcilier peut-être les stylistes et les romanciers, parce que certains romanciers vont peupler notre imaginaire, comme Balzac, par les personnages, par les situations, par les descriptions, comme Paul Morand, alors que des poètes vont nous peupler par les mots purs, par les images qu'ils évoquent, d'autres, comme les moralistes, par les idées qu'ils mettent en nous. Et donc peut-être qu'au final, le critère qui devient du coup encore plus difficile à mesurer serait l'impression laissée en nous et qui vit quand on a refermé le livre et qui reste. Et typiquement, Mm. dans votre cas, Erenas, Céline est grand parce que après des décennies, vous vous rappelez encore de la sensation que vous a causé la première lecture et que ça vit encore en vous après tout ce temps-là. Intéressant, mais ça ne nous rapproche pas du consensus. C'est correct. Pour le moment, on cherche vraiment de façon Mm. exploratoire un petit peu des critères, des caractéristiques. Je voulais Si, rebondir rapidement sur le style dont vous avez parlé tout à l'heure, Monsieur Fabre. Je crois que j'aurai le droit à mon gage. C'est effectivement, j'avais parlé de subversivité notamment parce que j'avais parlé de punk et parce que j'avais parlé d'une recherche du style et pour moi, enfin, casser les codes, c'est clairement remettre en question, enfin, casser les codes d'un point de vue littéraire, c'est évidemment remettre en cause un style, c'est remettre un académisme, forme très proustienne, longue phrase qui s'ennuie et puis qui va bien avec le temps, où les bourgeois prennent la place des anciens aristos qui finalement sont devenus des, des personnes pas forcément côtoyables, ou en tout cas à Paris. Voilà, c'est ce que nous apprend un peu Proust. Et puis, bon, même si c'est génial, hein, il y a une partie qui va mourir à la guerre en 14 et puis l'autre partie qui va dans les cabarets, c'est sublime. Et on adore et on en redemande, hein, mais on en redemande du Charlus à tous les coups, et puis donnez-moi des chaussettes rouges et ce sera très bien. Donc voilà. Mais c'est vrai que pour moi, le style, quand on parlait de Céline, voilà, c'est ce côté point, ce côté ovni, obus dans la littérature, tout ce qu'on veut. Pour moi, ça a toujours été quand même ça. Et quand on lit Balzac, on en reparlait aussi. Je pense que ça fait partie des deux personnages là qui reviennent. Mais Balzac, c'est pareil. Effectivement, chaque phrase de Balzac. Plutôt anodine comme ça, et pourtant on finit le livre, on finit Colonel Chabert, c'est 150 pages, ah oui, d'accord. Ah, c'est ça l'Empire. D'accord. C'est ça les femmes sous l'Empire, d'accord. Et on comprend tellement de choses. Et c'est génial. Donc, effectivement, beau contre-exemple, en même temps exemple. Donc, ouais, mais je dirais quand même que le style est primordial et important et que je garde mon côté. Enfin, je fais un mélange évidemment entre nous deux en disant subversivité et style parce que Michel-Ange et parce que à chaque fois que qu'on réinvente une technique, en fait, on devient maître de son œuvre, maître de son temps. Voilà, j'essaye de nous rabibocher comme je peux. je pourrais, au contraire, essayer de nous éloigner de nouveau, mais Encore. d'abord, Favre, je vous laisse la parole et puis je reviendrai à ce qu'a dit notre ami Gringoire tout à l'heure. Moi, j'ai envie de revenir à mon test, ma version du test de l'île déserte, où on a le droit de ne penser qu'à un seul livre. Oui, Et je vais d'accord. du coup continuer de plaider la cause de mon champion, Pascal en l'occurrence. Parce que l'avantage de Pascal déjà, c'est que, et c'est l'avantage un peu de tous les moralistes, c'est il a écrit donc ces fameuses pensées, en l'occurrence, qui ont cet immense avantage avec donc des fragments extrêmement ramassés
et qui, comme disait Nietzsche, peuvent être ruminés. Et ça, je trouve que les auteurs que l'on rumine, alors que ça soit des pensées comme Pascal ou des situations, des personnages comme Balzac, par exemple, ça revient encore une fois à l'idée que j'avais dit précédemment, c'est toujours aussi difficile à mesurer objectivement, mais je pense que c'est effectivement ce qu'on recherche au final quand on lit, c'est quelque chose qui nous accompagne, même en dehors de la lecture. Il y a certes des romans qu'on apprécie parce qu'ils nous capturent par l'intrigue, qui font qu'on a envie de tourner la page, mais malgré tout, je pense que ce qui est le plus important au final, c'est ce que l'écrivain laisse en nous et à quel point, en fait, il nous marque, à quel point donc il nous peuple sur cette fameuse île déserte qu'on n'aurait même pas de livre emmené et seulement un souvenir. Et donc, pour en dériver un peu, au final, est-ce que l'auteur le plus, qui en tout cas pour chacun d'entre nous est le plus important, c'est pas celui qui a changé notre vie. Des fois, c'est radical. C'était Régis Debray qui racontait qu'il y a des gens qui sont partis faire la révolution parce qu'ils avaient lu Les Chants de Maldoror. Donc là, l'avantage, c'est que l'effet est mesurable, même si certains critiqueront ce qui en a été donné par la suite. Et voilà, essayer de trouver, en tout cas pour chacun, peut-être pas, ça sera peut-être pas universel, on pourrait peut-être faire un grand sondage qu'on financerait par un appel aux dons et on demanderait à tous les Français, toutes les Françaises, quel est l'auteur qui a changé leur vie. Peut-être qu'au final, l'auteur qui a changé le plus de vie, donc ce qui réconcilierait à la fois les partisans du style, de la subversion des personnages, est-ce que l'auteur qui n'a pas changé notre vie est pas celui qui au final était le plus grand? C'est intéressant. Là encore, on pourrait trouver des contre-exemples. Et on pourrait se demander, est-ce que c'est pas un critère plus politique ou social que vraiment esthétique? Et dans ce cas-là, finalement, le livre qui a le plus changé la vie des gens, qui a changé la vie du plus grand nombre de personnes depuis 2000 ans, est-ce que ça serait pas les évangiles? Ou on pourrait citer un autre livre religieux? Ou on pourrait parler, par exemple, du manifeste du Parti communiste de Karl Marx? Et là, Bien on est sûr. peut-être dans Mm. autre chose que la littérature. Mm. Puis si on revient à ce que disait Kant, il y a l'idée dans une œuvre esthétique que c'est une œuvre qui est en fait une fin en soi, que finalement elle ne sert à rien d'autre qu'elle-même. Et donc, en voulant ramener la littérature à l'effet que la littérature a sur soi, a sur notre vie, est-ce qu'on n'est pas en train de la subordonner à autre chose qu'elle-même? Et j'en profite, je suis un peu sur ma lancée, Gringoire, pour revenir un petit peu sur ce que vous disiez tout à l'heure, sur le côté subversif. Et là, au contraire, peut-être pour essayer de m'écarter. Est-ce que dans votre position, il n'y a pas la marque d'une époque romantique et même post-romantique, carrément décadente? Et puis là, je le dis de façon pas du tout insultante, mais Mm. totalement technique. C'est-à-dire que dans une civilisation, on a une période archaïque, on a une période classique, qui dans le cas français était, Mm. disons, de la fin de la Renaissance jusqu'à peut-être le début du 19e siècle. Et puis ensuite, on a une période effectivement romantique décadente, où effectivement, c'est plus la nouveauté, l'explosion, alors que l'idéal Mm. qu'on a à une époque, à une période classique, ben, c'est plutôt quand on est au 5e siècle avant Jésus-Christ à Athènes, de cultiver Homère et d'essayer, quand on est Mm. Sophocle, de faire dans une autre forme Mm. quelque chose d'aussi riche qu'Homère. Mm. Et puis quand on est au 17e, qu'on s'appelle Racine, ben, on essaye de ressusciter on essaie de ressusciter pardon, Euripide. Puis La Fontaine, on essaie de ressusciter Ésope. Mm. Et on fait encore mieux parce qu'on est génial, mais on le fait dans une forme classique que, comme Thierry Monnier disait, et puis c'est un peu le génie de quelqu'un comme Racine, c'est qu'il est à la fois complètement classique, c'est-à-dire absolument pas disruptif, comme on dit maintenant en latin ressuscité via l'anglais. Il est au contraire hyper classique, hyper dans le canon, mais en même temps, il est totalement lui-même, avec sa personnalité Mm. cruelle, quasiment féminine. Enfin, on Mm. peut repenser à toutes les analyses psychologiques qui ont été faites de l'œuvre de Racine. Euh, moi, je vous suis à 100%, je vous suis à 100% là-dessus, et c'est pour ça que Céline est le plus grand écrivain que je puisse connaître. Parce que qu'a fait Céline avec Voyage au bout de la nuit, si ce n'est justement ressusciter l'Odyssée dans une vie capitaliste moderne et, euh, et tout en se basant sur les philosophies qui ont émané du 19e et en ayant tué Dieu avant, en ayant tué les mythologies, en ayant tué finalement une force. Et, enfin, je pense qu'il se base aussi sur un critère un peu quasiment nietzschéen en disant mais finalement on a tué toutes les icônes, on a tué tous les héros. Qu'est-ce qui nous reste? C'est l'argent.
Et donc, on a une odyssée, finalement, enfin, pour moi, il réinvestit ces grandes figures-là, et il réinvestit l'ultime figure de la société qui va être celle qui va perdurer pendant encore, je pense, quelques centaines d'années, qui est une odyssée vers le capitalisme, vers une contre-odyssée, finalement. C'est en ça qu'il est génial. Et pour moi, c'est en ça qu'il ne contredit aucunement ce que vous venez de dire, et au contraire, qui s'inscrit là-dedans. C'était un peu le thème aussi de l'article que j'ai fait sur Céline, voyage dans l'odyssée du capitalisme et de la modernité. Donc pour moi, en fait, il s'inscrit complètement il parle comme un classique de son temps, parce qu'il parle comme un vrai prolo de son temps, quoi, comme un Athénien finalement devait parler athénien, et qu'il n'y ait que les pontes qui aient conservé des écrits où voilà, c'est exactement ce qu'ils ont dit. Moi, je pense que voilà, la modernité a fait que on a eu un Céline qui finalement pour moi le peintre le plus parfait, le plus exquis, et qui sait combiner le mieux les images, les mots, le style, et puis en même temps qui est comme vous l'avez dit aussi, le plus proche des mots de son temps, et qui continue aujourd'hui à nous parler, et qui annonçait cette décadence encore, hein, sur l'oralité, en disant que après lui, il y aurait la musique, et après la musique, aujourd'hui, légitimement, les Français, on peut se demander légitimement, parce que les Français ont toujours consommé beaucoup enfin, toujours consommé de la littérature, toujours consommé, en tout cas, des choses assez littéraires. Aujourd'hui, on en vient au rap. On en vient à cette musicalité même dont parlait Céline, et finalement, il dit créer que dans 50 ans, tout sera du parler. Et on vient à cette mutation même de la littérature vers quelque chose. Aujourd'hui, les gens disent lisent, lisent visiblement plus qu'à l'époque, mais en tout cas moins de romans, mais ils consomment énormément de littérature orale. Et moi, je pense que, pareil, c'était un visionnaire sur ces questions-là, et qu'on en reviendra un petit peu après, et on retombera dans une période archaïque pour retomber dans une période classique, pour retomber dans une période décadente. C'était un peu la métaphore de Polybe sur l'anacyclose. On retombe un petit peu, on peut faire une anacyclose littéraire. Donc moi, je poursuis là-dedans, et c'est pour ça que peut-être je terminerai là-dessus, peut-être sur chaque 5, 6 siècles, il y a ce genre de personnes, et ben pour moi, celui qui aurait fait l'Odyssée, en tout cas moderne et décadente, ce serait cet homme-là, et donc qui va inspirer sûrement les futurs archaïques. Donc c'est pour moi que c'est la figure la plus importante, en tout cas pour ce prochain siècle. Voilà, ça D'accord. se, ça se bat, ça se bagarre en temps, mais Oh, ouais, non, intéressant. Mais la question et qu'on peut garder pour tout à l'heure, c'est d'accord, Céline, c'est peut-être la version suprême d'un classique dans une époque décadente, donc la version décadente d'un classique. Mais est-ce que pour atteindre à une forme d'universalité intemporelle, ce n'est pas les auteurs qui ont la chance de vivre par hasard à une époque classique, eux justement ne sont pas, comment dire, biaisés par peut-être ce pessimisme, ce désespoir, mais sont peut-être plus haut sur la montagne, en pleine lumière, et peuvent atteindre un équilibre et un idéal d'homme et le transmettre dans la littérature que justement les auteurs du- d'une période décadente sont peut-être pas capables en d'atteindre. mesure de Ouais. Et alors, ça, peut-être on peut le garder pour tout à l'heure, carrément. parce que on a sauté directement. Vous avez dit l'un et l'autre, ça c'est mon plus grand auteur, ça c'est mon plus grand auteur. Et j'aurais bien aimé qu'on essaye de donner un petit peu un panier de candidats sérieux sur lesquels on serait peut-être tous plus ou moins d'accord. Si un étudiant étranger nous disait, voilà, je m'intéresse à la littérature française, quels seraient les 5 auteurs qu'il faudrait absolument que je lise ou dont je devrais au moins lire une œuvre, quels seraient les 5 auteurs qu'on leur citerait? Avant de passer à ça, je voudrais savoir, mon cher Favre, est-ce que vous avez encore des choses que vous voudriez dire justement sur le critère de ce qui fait un grand écrivain? Oui, je voulais juste précéder ma pensée précédente au sujet des écrivains qui changent la vie, mais avant, je vais quand même me permettre une petite pique à l'endroit du camarade Gringoire. Je suis quand même très dubitatif sur le fait que Céline est représentatif de la manière dont les gens parlaient à l'époque. Parce que même si l'école fonctionnait bien, je ne pense pas que les imparfaits du subjonctif fleurissaient autant dans la langue qu'à l'époque. Et c'est Gracq qui disait que Céline avait eu le génie de créer une langue qui paraît parler, mais qui n'est pas du parler. Et d'ailleurs, Céline avait expliqué que pour écrire à l'oral, à l'écrit, c'est comme mettre une paille dans de l'eau. La réfraction
du passage à l'écrit tord la paille, et donc, pour que le langage passe de l'oral à l'écrit, il faut le tordre un peu. Et en fait, Mhm. Céline, c'est du faux parler pour être à l'écrit. Donc voilà, donc ce critère-là ne fonctionne pas, Je suis tout à fait d'accord avec ça, hein. Je suis tout à fait d'accord donc avec ça. Pas- et donc Pascal reste invaincu. Bref, c'était la petite mauvaise foi du moment. Et pour revenir à ma pensée précédente, je voulais pas ramener la littérature à un rôle politique, mais le fait est que je pense, et ça c'est assez personnel, que des fois l'esthétique peut créer des chocs existentiels et donc politiques. J'avais été très frappé, j'ai vécu en Argentine et il y avait une exposition sur la bibliothèque de Che Guevara, qui était argentin, comme certains sachent, d'où son surnom. Il n'y avait que de la littérature. Il y Hmm. avait Stendhal, Balzac, etc. Et encore une fois, Régis Debray, qui a donc connu Che Guevara, qui a connu tous les révolutionnaires cubains, a dit: Je connais des hommes qui ont fait la révolution en ayant lu Les Chants de Maldoror. J'en connais aucun qui a fait la révolution en ayant lu Le Capital. C'est possible que des gens aient fait la révolution en lisant Manifeste du Parti communiste, qui d'ailleurs est un livre assez bien écrit, mais pour le coup, Le Capital, c'est pas ça qui va amener quelqu'un à aller risquer sa peau. Et pour le coup, ça peut être quelque chose qui va donner une armature intellectuelle à une pensée, mais c'est pas ça qui va amener quelqu'un à changer sa vie. Et ce que je voulais dire par là, c'est que il faut un grand livre pour avoir la charge existentielle suffisamment forte pour nous faire infléchir. Parce que quoi qu'on en dise, la raison n'est pas suffisamment forte pour nous faire prendre des décisions drastiques. On se dit qu'on devrait le faire, mais c'est pas ça qui va faire qu'on le fait. Un livre peut faire changer, je pense, peut faire bifurquer les gens beaucoup plus violemment. Et pour en venir à votre question, donc un peu du panel d'écrivains qu'on pourrait proposer à un étranger qui voudrait connaître notre langue, en plus de Pascal, je dirais donc Apollinaire, que j'ai déjà cité, Balzac, qui de toute évidence fait consensus entre nous, et ensuite Hugo et Rabelais, qui pour des raisons assez différentes me paraissent tous les deux indiscutables parmi le panthéon des écrivains pouvant prétendre au titre de plus grand écrivain français. D'accord, intéressant. Notamment la première idée que vous avez mentionnée, Favre, qui dit que effectivement un ouvrage théorique, ce n'est pas ça qui va donner à quelqu'un l'envie de risquer sa peau, même si on ne pense pas nécessairement que le livre doive transformer un homme ou une femme pour être un grand livre ou un livre d'un grand auteur. Ce dont ça témoigne, c'est qu'une œuvre littéraire, ça engage l'homme tout entier. Et c'est un peu ce que Boutan disait de La Fontaine par opposition à Descartes, c'est que un auteur, un écrivain par opposition à un philosophe qui a ses qualités, sa grandeur, son intérêt, etc. Mais il va engager l'homme tout entier et il nous rappelle, comme le fait La Fontaine dans ses fables, que l'homme, c'est un être fait de chair et d'os qui respire d'abord comme une plante, qui a des sentiments, des passions comme un animal, avant d'être une pure raison. Et effectivement, une grande œuvre littéraire va être capable de capturer tous ces aspects de l'expérience humaine et de parler en nous à toutes ces facultés humaines, souvent par l'intuition plus que par une analyse rationnelle. J'aime bien cette idée que vous avez indiquée. Si on résume les critères qu'on a réussi à identifier, on a dit qu'un grand écrivain devait avoir quelque chose de subversif. Ça, c'était Gringoire qui a amené cette idée-là. On a dit qu'un écrivain devait avoir un grand style. Donc Favre, vous avez amené l'idée, et puis Gringoire, vous avez été tout à fait d'accord avec ça à propos de Céline. On a dit aussi que c'était un écrivain qui allait pouvoir changer la vie ou faire un effet, un choc sur quelqu'un, transformer sa vie. Et puis, on a aussi indiqué avec cette épreuve de l'île déserte, soit en emmenant le livre, soit comme le suggérait Favre, plus encore qu'en emmenant le livre, c'est seulement en emmenant le souvenir du livre que, effectivement, on pouvait avoir un critère expérimental pour savoir si un écrivain était un grand écrivain. Est-ce que vous voulez ajouter des choses là-dessus? Moi, je veux bien une petite précision de la part de notre ami Fabre sur cette question. Est-ce que c'est le souvenir par rapport à l'épreuve de l'idée déserte? Est-ce que c'est le souvenir unique? Et qu'est-ce que tu entends? Est-ce que ça peut être, par exemple, je sais pas, enfin, évidemment, ça peut être aussi des citations, mais où est-ce que tu fais, toi, la différence entre le souvenir?
En fait, j'ai un très mauvais souvenir justement de la prépa lettres où je suis tombé sur un texte absolument affreux où c'était sur le sentiment de la lecture quand on ouvre l'ouvrage qui finalement faisait qu'on aimait ou pas le livre entre guillemets. Enfin, c'était une théoricienne qui faisait ça. Je trouvais ça impraticable de façon littéraire, mais sur simplement l'ouverture de livre. Ah, mais en fait, c'était trop bruyant, donc j'ai pas pu me concentrer. Donc, en fait, vous voyez, les livres étaient pas faits pour moi, les astres n'étaient pas coordonnés. Bon, pour moi, c'est de la connerie. Mais justement, je voulais un peu votre avis là-dessus, parce que bon, ça me semble un peu trop. Enfin, et pourtant, je suis moderniste, hein, mais ça me semble pour moi un peu trop moderniste à mon goût. Non, est-ce que vous savez vous défendre là-dessus? Enfin, par rapport à quel souvenir, du coup? Est-ce que c'est le sentiment, l'ambivalence, ou que sais-je? Ou est-ce que c'est vraiment le souvenir ancré, l'étude profonde du livre qui a changé l'homme? Simplement pour un peu approfondir ça, parce que ça m'intéresse. Plus que le souvenir de l'expérience de la lecture, même si ça peut être ça, la question c'est qu'est-ce que le livre a mis en nous? Par exemple, on a tous des personnages auxquels on repense de temps en temps. On a tous des idées qui nous ont fascinés, des scènes qui nous ont fascinés, des fois des vers qui nous ont fascinés et auxquels on repense. Et donc c'est pour ça qu'en fait le test, c'est si on était condamné à ne penser plus qu'à un seul livre auquel on penserait, c'est pas forcément se remémorer le jour où on l'a lu, l'expérience où on l'a lu, c'est par exemple, pour prendre le cas de Balzac, par exemple, Illusion perdue, c'est pas tellement l'expérience de la lecture du livre, sinon de repenser au destin tragiquement banal de Lucien de Rubempré qui se fait happer par le miroir aux alouettes. Voilà, c'est un peu d'avoir un support à la méditation. Donc ça peut être un personnage, ça peut être une intrigue, ça peut être une phrase, ça peut être une maxime de La Rochefoucauld, ça peut être une pensée de Pascal qui retourne une de nos préconceptions. Ça peut être une description aussi. Par exemple, moi j'ai lu il y a pas longtemps un roman de Giono. Il y a des descriptions de Giono où on sent la Provence et où on la voit. Ça peut aussi quelque chose auquel on repense après et qui nous peuple. D'accord, très bien. Merci. Intéressant. Super, ouais. Ça me fait penser, parlant de peupler, à une anecdote d'un vieil homme, un Australien, il y a des décennies, à une époque où les enregistrements étaient beaucoup moins accessibles qu'aujourd'hui, voire peut-être pas accessibles. Quand on lui avait diagnostiqué la cécité à venir, il avait décidé d'apprendre le grec ancien et d'apprendre Homère par cœur, pour avoir, une fois qu'il serait aveugle, suffisamment de vers pour enrichir sa vie intérieure. Et ça recoupe peut-être ce que vous dites, Favre. On peut être habité et quelqu'un qui, en plus, a une bonne mémoire ou a fait l'effort pour une raison ou pour une autre, par la situation où il s'est trouvé, que ce soit cette cécité ou que ce soit Solzhenitsyn. Solzhenitsyn au Goulag, quand il a composé Une Les vie verts, d'Ivan ouais. Denisovitch, il a appris par cœur au fur et à mesure et il s'était fait une sorte de chapelet pour Mm, régulièrement réapprendre, se remémorer certains passages pour ne pas oublier. Enfin bref, mm, il y a toutes sortes de façons de jouer avec la mémoire pour garder une œuvre en mm. soi. Effectivement, alors si je comprends bien, Favre, votre critère, votre épreuve, ça serait quand même quelle est l'œuvre sans avoir fait un effort conscient pour l'apprendre par cœur, quelle est l'œuvre qui nous resterait comme d'elle-même? Est-ce que c'est ça? Exactement ça. D'accord. Par sa force pure, en fait. Par sa force évocatrice, au final. Très bien. Alors, là où ce serait difficile peut-être à mettre en pratique, si on se pose la question, quel est le plus grand écrivain français? Ça veut dire qu'on serait capable, qu'on aurait eu le temps de lire tous les candidats. Et en fait, il est évident que celui qu'on a lu au moment où on est le plus influençable, au moment où on est le plus jeune, va avoir un avantage sur les autres. Mais néanmoins, c'est intéressant comme on dit en bon chinois, thought experiment, une expérience de pensée, même si on ne pourrait pas la mettre en pratique. Ouais, très bonne idée, cette épreuve de l'île déserte. Autre chose à dire là-dessus, sur ce qui fait un grand écrivain, avant de passer au nom précis? Non, pas de mon côté. C'est bon? J'ai suggéré une expérience légèrement sadique, mais vous ne voulez pas la conduire. Elle est intéressante. Excellent. Donc, Favre, vous nous avez déjà donné votre liste. J'imagine qu'elle est déjà un peu dans l'ordre, parce que Pascal venait en premier. Mais disons, on va dire liste dans le désordre pour le moment. Pascal Apollinaire, Balzac, Hugo Rabelais, Gringoire. Quels seraient vos 5 auteurs? Bon, il y en a un que vous connaissez bien, dont j'ai déjà parlé,
Premier sur ma liste, je dirais effectivement que c'est Céline. Bah, alors ma liste Quelle surprise! liste. Ouais, ouais, ma liste non mais ma liste est quand même assez moderne et c'est assez déplorable. Mais parce que bon, je viens aussi un peu de cette école et malheureusement on grandit dans un monde quand même bon plus que moderne, plus que transformé par le capitalisme, les grands investissements. Et moi, je me nourris aussi d'abord de lectures aussi pour comprendre mon monde Bah oui, c'est très et bien, donc c'est très je bien. suis forcément influencé par là. Donc je dirais que Céline en premier parce que pour moi il a tout compris. Voilà. Après Balzac parce que effectivement alors j'adore l'écrivain. Ça c'est encore autre chose, mais L'homme, j'adore aussi la vie de l'écrivain. d'accord. Chrétien de Troyes, Mhm. Molière et Chrétien de Troyes le plus ancien. J'ai pas envie de mettre ça parce que ça fait vraiment prouver, mais quand même, j'hésitais entre Rimbaud parce que enfin, en fait, je viens de la campagne, et puis je suis amoureux en fait de Rimbaud, hein, simplement. Et puis parce que c'est un gars qui m'a quand même fait avoir cette année pas mal de concours parce que visiblement les professeurs aiment bien qu'on les insulte à l'écrit dès le départ. Donc, ouais, le Homé auquel délicat cunu m'a fait avoir quelques dans Champ de guerre parisien, m'a fait avoir quelques bonnes notes. Donc Bravo. merci Rimbaud, je le mettrai pour le respect. Et donc voilà, Rimbaud et voilà, moi, je vais me limiter à ces cinq-là. Et désolé d'être très moderne sur ma liste. Et Non, bah encore j'ai déjà, fait Balzac de mémoire, né en 1898 ou 99. Bon, 17 ans, ouais, ouais, ouais. ça fait quand même 225 ans, ça commence à avoir de la bouteille. Et Chrétien de Troyes. Oui, Chrétien de Troyes surtout pour un passage sublime que j'ai redécouvert, voilà, en redécouvrant la quête du Graal, on aura l'occasion d'en reparler. Absolument. Il y a un mot que j'ai pas compris quand vous avez parlé de Rimbaud. Au début, vous avez dit ça fait un peu, et puis j'ai pas saisi l'adjectif. Ah oui, ah oui, je dis. En bon français moderne, je dis ça fait un peu prouveur. Prouveur, ça fait, enfin, je veux dire, ça fait pas très correct, quoi. Mais non, ça fait partie des écrivains que j'adore, quoi, et que je pourrais pas me passer. D'accord. D'ailleurs, c'était très intéressant quand j'étais dans mes années de prépa à Paris. Je côtoyais les mêmes cafés que certaines personnes qui étaient à Henri IV et Louis le Grand. Et j'avais découvert comme ça par une discussion au hasard, une conversation sur Rimbaud. Et en fait, déjà dès les petites classes, finalement, ils étaient déjà happés, ces élèves-là, par des textes de Rimbaud, mais très très précis. Et notamment bah, sur la subversivité de Rimbaud et qui parlait plutôt, bon voilà, je crois que c'était Oraison du soir. Donc c'était pas mais voilà, au lieu d'apprendre, je sais pas, n'importe quel poème, voilà, c'était Oraison du soir parce que je pisse très haut et très loin avec le grand assentiment des grands héliotropes. Donc voilà, c'était déjà très marrant. Mais donc voilà, bon, finalement, j'aime bien Rimbaud. Moi aussi. Alors, je le mets pas dans les 5 parce qu'il faut choisir. Bien sûr. Et peut-être que si j'avais dû faire cette liste-là quand j'avais votre âge, Gringoire, à un peu plus de 20 ans, ça aurait pas été la même. Et il y aurait eu des poètes dessus. Et là, maintenant, ce que je dirais, bah, il y a encore des poètes, vous allez voir, mais je dirais, dans l'ordre chronologique, Montaigne, La Fontaine, Molière, Balzac et Victor Hugo. Selon moi, vous me parachutez sur une île déserte, je veux un de ces 5-là. Et je souhaite à tout lecteur francophone d'avoir une de ces 5 œuvres pour lui tenir compagnie. Est-ce que vous voulez donner un peu de détails? Gringoire, vous avez un peu parlé de Rimbaud. Pourquoi dans cette liste, et sans aller directement à celui qu'on croit être vraiment soit celui qu'on préfère, soit celui qui est le plus riche, le plus infini, si on peut dire. Mais est-ce que vous voulez parler un peu des 5 auteurs de votre liste et peut-être aussi pourquoi vous les avez choisis par rapport à d'autres qui ne sont pas dans la liste? Favre, est-ce que vous voulez commencer là-dessus? Alors oui, je vais commencer par un que je suis le seul à avoir choisi, ça évitera les conflits. J'ai envie de parler du coup de Rabelais, qui est très, a priori, qui est un peu l'opposé de Pascal, puisqu'on pourrait quasiment couper la littérature française en deux. D'un côté, les classiques de Pascal à Proust quelque part, et de l'autre, les Rabelaisiens, jusqu'à Céline. Mhm. Et ce qui est assez fascinant, je trouve, avec Rabelais, et qui se retrouve aussi avec Victor Hugo, c'est le côté vraiment démesure, le côté ogresque, le côté refus de tout sens de la mesure, quelque part. Alors évidemment, il y a du génie, c'est bien écrit, donc il y a une forme de sens de la mesure. Mais l'espèce de démesure absolue qui emporte tout,
le style, la création de mots, parce qu'on oublie, mais Rabelais a créé un nombre de mots hallucinant. Écrabouiller, c'est lui, par exemple, il a dérivé Mhm. des centaines de termes du latin, de l'hébreu, parce qu'il parlait un nombre de langues absolument hallucinantes. Il y a ce côté aussi fascinant de la Renaissance où les gens pouvaient être médecins, écrivains de génie, parler plusieurs langues, avoir été aussi prêtres, enfin moines Mhm. en l'occurrence, et toucher vraiment à tous les domaines avec un génie incroyable. Et donc ce qui est beau avec Rabelais, c'est cette attitude ogresque par rapport à la vie, comme par rapport aux mots, ce côté irrémédiablement optimiste, tout en étant d'une désillusion totale sur la nature humaine. C'est ça qui est assez beau avec lui aussi, c'est que si vous lisez tous ses livres, globalement, les gens ont toujours plus ou moins tort de faire confiance aux autres. Il y a des guerres pour des motifs stupides et des guerres où il y a beaucoup de morts. Hein, c'est pas des guerres chirurgicales. Il y a des guerres, il y a des trahisons, il y a beaucoup de médiocrité, il y a des avocats qui font des discours à n'en plus finir juste pour justifier leur salaire. Mhm. Mais malgré tout, à la fin, tout le monde est content quand même. Et il y a de quelque chose de très français, de très gaulois. On dit parfois que l'animal de la France, c'est le coq, parce c'est l'animal qui peut chanter en ayant les deux pieds dans la merde. Et il y a quelque chose de ça chez Rabelais. Il sait qu'il est les deux pieds dans la merde, mais il chante quand même, et notamment grâce à son attitude dévorante par rapport à la vie et aux mots. D'accord. Donc ça en fait un écrivain emblématique du pays finalement. Et marquant aussi, parce Mhm. que ça peut changer la vie, ça aide dans les moments de désillusion. D'accord. Pour faire une espèce de ping-pong à trois, Gringoire, prenez-en un dans votre liste et parlez-nous-en un peu. Justement, je trouvais que, que votre question était pas mal intéressante sur les écrivains qu'on n'avait pas mis. Alors, pour Rabelais, je suis complètement d'accord pour Rabelais. Mais je dirais qu'il y a un auteur que j'ai pas, moi, j'ai quand même réfléchi avant de pas le mettre, mais c'est quand même Stendhal, que Mhm. j'ai hésité à mettre contre Balzac. Parce que Balzac lui-même, premièrement, reconnaissait le génie incontournable de Stendhal, qui disait qu'il était meilleur écrivain que lui. Donc déjà, c'est marrant. Ensuite, je me retrouve beaucoup dans Stendhal pour pas mal de choses, notamment parce que j'écris toujours, que je ne me suis pas présenté tout à fait correctement en intro, mais j'écris aussi des romans à côté. Et c'est vrai que j'aime bien écrire un peu partout, et il avait un peu cette folie-là, Stendhal, de devoir écrire sur ses murs, sur les moindres petits coins de... Donc, voilà, et puis pour le roman qui, encore une fois, qui a été massacré par l'éducation nationale, mais le Rouge et le Noir, il y a un moment où, quand on est jeune et qu'on vient de province, voilà, on s'identifie à Rubin Pré, si on est un petit peu follette. Mais, bon, enfin, c'est une blague évidemment, mais on peut s'identifier naturellement à Sorel. Et, et voilà, quelle force, quelle énergie. On parlait de vitalité tout à l'heure. Disait que j'avais aussi fait un petit article sur Drieux-La Rochelle. Voilà, quel vitalisme que Sorel, quel malheur. En prison, le plus grand malheur est de ne pouvoir fermer sa porte, pas voir Mhm. le père. Enfin, il y a une figure contre une lutte. Il y a une lutte contre l'aristocratie absolument décadente. Il y a une lutte pour l'empire. Il y a une lutte contre la foi qui en même temps est une foi récupérée. Euh, puis il y a cette phrase sublime de l'abbé et, ah, mais tu as beaucoup aimé, donc il te sera beaucoup pardonné. Donc on a envie d'être romantique jusqu'au bout des Mhm. ongles. Donc voilà, ça fait partie quand même des mentions honorables que je voulais quand même citer, que j'ai pas mis ici. Voilà, Stendhal, et qui moi m'a fait absolument grandir et qui me fait toujours grandir. Et tout à l'heure, vous parliez, Fabre, des romans qu'on pouvait garder, voilà, qu'on pensait comme ça. Évidemment, je pensais à Céline, mais quand je me remémore dans mon phare intérieur ce qui aurait pu être quelque chose, je me dis tout de suite le rouge et le noir. Donc je tenais à en faire mention. Voilà. D'accord, super intéressant. Mais peut-être sans parler d'un auteur précis de ma liste, je dirais que les auteurs qui me semblent vraiment riches, c'est des auteurs qui réussissent en un sens à s'extraire de leur subjectivité. Hugo étant peut-être celui qui réussit le moins parmi les cinq. Mais disons qu'on prenne La Fontaine, qu'on prenne Molière avec ses personnages, qu'on prenne Balzac là encore avec ses personnages. On a à chaque fois des écrivains qui sont capables, d'un roman à l'autre, ou d'une fable à l'autre, ou d'une pièce à l'autre, de présenter vraiment des caractères très différents, qui en un sens n'ont rien à voir avec eux,
mais qui sont capables de faire vivre avec une crédibilité complètement incroyable. Favre, est-ce que vous voulez nous parler d'un autre écrivain de votre liste? Alors, j'ai envie de défendre un peu Hugo contre ce que vous venez de dire au sujet de sa subjectivité débordante. En avant. Alors, évidemment, je serais de mauvaise foi de nier le fait qu'il y avait peut-être un soupçon de mégalomanie chez le Charles Victor. On va pas se mentir. C'est pas la modestie qui l'étouffait, mais il y a quand même. C'est vrai qu'il a beaucoup cette image, notamment dans ses romans de romancier un peu emphatique, qui se laisse un peu déborder quelque part par ses mots et par sa subjectivité. Alors, c'est en partie vrai. Et d'ailleurs, si on prend ses romans, c'est pas vraiment des romans, c'est plus des tragédies grecques mises en roman avec toujours un dénouement extrêmement tragique et pas forcément la complexité qu'on attend des personnages de romans. Mais il y a quand même des personnages qui vont être très différents. Et pour moi, un peu le sommet de ça, c'est 93, donc, qui est donc le livre qu'il écrit donc, au moment où la République qu'il a attendue si longtemps triomphe. Il écrit ce roman avec donc trois personnages, le marquis de Lantenac, Simourdin, si mes souvenirs sont bons, et un révolutionnaire dont j'ai oublié le nom. Et dans ces trois personnages, il y a donc le conventionnel un peu, Simourdin, qui est vraiment le côté très Robespierre, la raison de la révolution qui est inflexible et qui ne regarde pas aux pertes. Il y a Lantenac qui est l'ancien régime. Et il y a donc Gauvin qui est bon, et peut-être la part de subjectivité d'Hugo dans le sens où c'est un peu le peuple révolutionnaire quasiment naturellement bon. Mais ce qui est intéressant dans ce livre-là, c'est qu'il présente deux personnages, donc Lantenac et Simourdin, que tout oppose. Et d'un côté, le conventionnel, encore une fois, et de l'autre, le marquis d'Ancien Régime, et il montre les systèmes de valeurs différents des deux, et il montre les grandeurs et les petitesses des deux. Donc, il a quand même été capable de mettre face à face deux systèmes de valeurs différents, dont un qu'il avait combattu, et de leur donner à chacun sa cohérence. Par contre, là où je suis d'accord avec vous, et c'est là un peu sa faiblesse, mais qui est racheté par sa verve, c'est son côté un peu trop grandiose. C'est-à-dire que dedans, Lantenac est un marquis d'Ancien Régime parfaitement cohérent qui ne renie jamais ses principes. De la même manière que Simbourdin est un conventionnel qui ne renie jamais ses principes. Et il lui manque parfois un peu, un peu de médiocrité humaine qu'on peut voir dans Les Misérables. Mais par contre, il me semble qu'il est quand même capable de sortir de ses propres valeurs, de sortir même de l'histoire qu'il appelait de ses voeux, et pas toujours avec beaucoup de subtilité, pour se décentrer et montrer aussi des fois la grandeur des vaincus, ce qui est des grandes choses que la littérature peut faire. D'accord. Gringoire, avant que je réagisse à ça, parce que si on me lance sur Victor Hugo, je suis inarrêtable. Mais Gringoire, vous n'avez pas cité Hugo dans votre Non, liste. Quel est votre rapport à Hugo? j'ai plus une question comme avec Balzac finalement, où à chaque fois que je le lis, je peux pas m'empêcher de me mettre au travail tout de suite après, et finalement je lis très peu, parce que il y a certaines phrases où je me sens piqué et je dois lui répondre, et moi aussi faire ma place, et je crois que c'est pour ça que ça fait partie des très grands, mais des très grands pour la France et pour une nation. C'est important d'avoir des auteurs comme ça, parce que c'est des auteurs qui élève au sens propre et figuré. Et ça, ça j'apprécie beaucoup. C'est plutôt mon rapport que j'entretiens avec Victor Hugo. Vous répondre plus amplement. Mais j'avais adoré Pokamehae. D'ailleurs, petite parenthèse, mais au lycée, j'avais incarné on devait choisir chacun un poème voilà, de Pokamehae. Et j'avais choisi les trois petits points, moi, qu'il écrit du moment du décès de sa fille, qui était beaucoup plus facile à incarner que d'apprendre un roman, d'apprendre un poème par cœur. Donc j'avais appris les trois petits points par cœur et l'avais mimé d'une façon très tragique, D'accord. ce qui m'avait valu à l'époque de pas être très très bon en lettres, et le côté terroriste esthétique était déjà là, c'était le principal. D'accord. Mais voilà, merci à Victor Hugo pour ça. Et, euh, Les Misérables, incroyable. Voilà, voilà, c'est le seul vraiment vrai roman que j'ai apprécié de Victor Hugo, et je l'apprécie du fond de mon comble. Et encore une fois, je rebondis sur ce que vous avez dit, Fabo. Je le trouve justement un peu trop dualiste, et je suis pas forcément d'accord. Pour moi, il est toujours dualiste dans ses questions de choix et de morale, y compris dans Les Misérables, même s'il fait un peu plus d'efforts sur la bassesse. Les Thénardier, c'est ça? Les Oui, Thénardier sont toujours méchants, voilà, et s'ils tiennent à leur méchanceté, il n'y a pas d'accord. un petit peu de lueur. C'est là où je trouve Céline beaucoup plus juste, mais c'est pas le débat, c'est pas le débat. Mais en tout cas, voilà. D'accord. C'est ça que je,
c'est très beau, c'est incroyable. Voilà, ça, c'est un conte, mais j'ai juste pas tout à fait, c'est pas tout à fait rigoureux d'un point de vue purement humain. Il faut qu'ils prennent un peu plus le bus et moins les omnibus. C'est drôle, Hugo, on a tendance ça a tendance à être l'auteur dont on dit beaucoup de bien, avec toujours un bémol. Et puis c'est sûr que l'exemple canonique de ça, c'était Gide qui disait de façon assez perfide quel est le plus grand poète français? Victor Hugo. Hélas, Hugo, en quelques mots, pour moi, expérience de lecture numéro 2, ça a été Les Misérables. Donc le deuxième livre qui m'a fait le plus d'effet après Le Voyage au bout de la nuit, c'était dans la vingtaine, c'était Les Misérables. Je me rappelle, j'ai lu ça en 3 jours, 3 nuits. Je suis resté chez moi, je suis pas sorti de chez moi. Vraiment, ça m'a fait un effet phénoménal. Et je crois que le sommet, c'était le récit de la bataille de Waterloo. Vraiment fantastique. Hugo, ce que je trouve complètement incroyable, c'est évidemment son gigantisme, sa créativité verbale. Et tout ce qu'il a fait est complètement prodigieux. Si on prend une œuvre qui est considérée comme mineure dans son œuvre à lui, Les Orientales, et qui suffirait à faire de n'importe quel écrivain normal, déjà un poète considérable dans la littérature française, c'est plein d'inventivité, plein de vie. Si on prend Notre-Dame de Paris, Notre-Dame de Paris à soi tout seul, oui, c'est à grands traits, c'est presque caricatural. Notre Quasimodo, il n'y a jamais eu de Quasimodo, mais on est presque dans le conte, et puis on aime être dans le conte. Et puis on a ce poète fabuleux des Contemplations, le poète épique, satirique des Châtiments, et puis on a aussi Les Misérables, qui sont une œuvre complètement incroyable. La limite que je verrais, et puis de toute façon tout le monde voit des limites à Victor Hugo, donc rien d'original à dire ça. Et puis vous l'avez dit l'un et l'autre, je crois, c'est que ça manque peut-être de réalité psychologique. Si on prend par exemple Jean Valjean, il y a cette nuit où il a un très long monologue où il hésite entre se dénoncer et donc renoncer à tout ce qu'il a réussi à Mm. bâtir pour sauver un innocent. Puis là, il est face à un dilemme et il y a un très très long soliloque. Et je crois que personne au monde ne parlerait comme ça. Mais aussi, c'est pas forcément un argument dans la mesure où, comme on le disait un peu plus tôt, Céline fait de l'oralité en écrivant beaucoup. Finalement, c'est une oralité très écrite. Bah, de la même façon, on pourrait dire, oui, mais Victor Hugo, c'est un personnage qui n'est pas un personnage réel, mais en même temps qui est plus vrai que la vie. Mais je crois que malheureusement, chez Victor Hugo, il y a toujours quelque chose d'un petit peu faux dans tous ces personnages. Par opposition, par exemple, à Balzac. Si on prend Balzac, si on prend Bien sûr. par exemple Grandet, le père Grandet, c'est un avare et chaque mot qu'il dit, chaque geste qu'il fait est totalement crédible, totalement véridique. Et c'est peut-être ça, une sorte de d'approximation, de flou chez Victor Hugo qui nous écarte un peu de la réalité, de la vérité, pardon, même si évidemment c'est un homme qui a Mm. du souffle, c'est un poète qui, comme disait Mais- Peggy, est le seul poète païen moderne, enfin, etc. J'arrête. et je rebondis rapidement là-dessus, mais en plus, ce soliloque de Jean Valjean, c'est un des choses les mieux écrits de la littérature. C'est tellement beau, et puis on ressent le bien, le mal, le choix d'aller se dénoncer, etc. Et c'est fait d'une manière. Je l'avais écouté au théâtre, je me rappelle plus où, je crois que c'était à Avignon, mais génial. Enfin, je l'avais redécouvert comme ça, l'oralité, mais c'est folle aussi. Mais le problème, c'est que c'est effectivement quelque chose de très faux d'un point de vue humain, mais c'est d'un côté aussi, d'un autre côté, c'est quelque chose de très vrai d'un niveau littéraire. Et c'est le problème que j'ai avec Victor Hugo, c'est que c'est pareil j'avais beaucoup aimé La Légende des siècles, mais à chaque fois, c'est trop pur. Elle est où toute cette bassesse dans la légende? Enfin, mais c'est génial, mais dans Rome, il détestait Rome, il n'y a qu'un seul poème sur Rome, mais ça, c'est trop terroriste ça aussi. Il parle d'une légende des siècles, il fait qu'un seul petit poème sur Rome, et alors il y en a une quinzaine sur le printemps arabe du 1er siècle. Enfin, c'est génial. Enfin, 7e, pardon. Mais c'est génial. Moi, j'aime beaucoup. Et puis, euh, en haut, en haut
en bas riait un roi, en haut mourait un dieu. Enfin, il y a toujours ce côté où il est sublime dans la langue. Rien ne Les me verra plus, antithèses. je ne verrai Mm. plus rien. Paf. Euh, c'est toujours très bien envoyé, mais d'un côté, ça manque de, voilà. Enfin, moi, ça manque d'humain, quoi. C'est limite, c'est le paradis littéraire, quoi. Ça pose cette question du paradis littéraire. C'est un paradis littéraire, mais donc où est la vilainie? Favre, Oui, en vous fait, voulez c'est un réagir peu ce que encore sur j'avais Victor Hugo? exactement, c'est ce que j'avais un peu dit plus tôt comme idée, c'est que c'est des tragédies grecques en fait. Et typiquement, le soliloque de Jean Valjean, c'est un soliloque de dieux grecs ou de héros grecs. Enfin, c'est un peu Oedipe. C'est pas la même chose, mais c'est un peu, voilà, les dilemmes sont posés de manière très brute, les valeurs sont mises face à face, de manière très théâtrale, avec donc des soliloques qui en fait sont des monologues théâtraux fondamentalement, avec des grands affrontements d'idées. Et effectivement, la petitesse humaine, qui était pas trop dans les tragédies grecques non plus, n'apparaît pas, parce que fondamentalement, j'ai envie de dire, c'est quelque part pas son sujet. Il écrit des épopées, je suis même pas sûr. Alors, je connais pas tout ce qu'il a pu dire de lui-même, mais malgré toutes les louanges qu'il a pu se tresser, je suis pas sûr qu'il ait souvent dit qu'il était fin, que ses personnages étaient réels, etc. Il s'est quand même toujours plus placé sur l'idée qu'il était subversif. Je crois qu'il avait dit qu'il avait mis un bonnet phrygien à la langue. Il a toujours aussi quand même Un bonnet rouge au vanté. dictionnaire. Voilà, exactement. Il a toujours un peu vanté son côté ogre, etc. Mais je suis à peu près sûr qu'avec les tout défauts qu'il allait, je pense qu'il assumait un peu le côté. Je suis pas là pour montrer les hommes forcément comme ils sont, mais je suis plus là pour les emporter un peu. Et typiquement, sur Notre-Dame de Paris, je pense qu'il était absolument conscient quand même des limites de la reconstitution historique, même si, enfin, il avait un Mhm. côté un peu, je veux mentir avec talent. Ah, tout à fait. On va arrêter de dire du mal de Victor Hugo, que de toute façon, nous admirons et nous aimons de toute façon tous les trois. S'il y avait une seule chose à saluer aussi chez Victor Hugo, c'est que il indiquait à la fin de sa vie connaître 5000 vers de Virgile par cœur, en latin bien sûr. Comment un auteur qui connaît la moitié de l'œuvre de Virgile par cœur pourrait ne pas être un auteur prodigieux? Est-ce que parmi vos auteurs, il y en a dont vous aimeriez particulièrement parler maintenant, avant de passer au numéro un? Alors moi, j'avais envie de parler rapidement de Chrétien de Troyes, Allons-y. notamment sur... ça m'embarque dans quelque chose, hein. Parce que, en fait, je suis tombé sur Chrétien de Troyes plutôt récemment via une amie euh, qui a fait une étude comparative entre la représentation de Dieu en Occident, donc de Jésus hein, incarné, et les premiers poètes arabes qui ont fait la première conquête de l'islam au 8e siècle. Et donc, elle s'est retrouvée à faire une étude comparative entre Abu Taman, qui est un de ses premiers poètes arabes, et Chrétien de Troyes, qui vient assez tardivement, mais qui pour elle est l'essence même de la chrétienté chevaleresque, etc. Et j'ai trouvé ça très juste, et je tenais à faire à mentionner ça, d'aller voir son œuvre. Je ne sais pas si on pourra mettre quelque part son écrit, très intéressant, sur le fait qu'à un moment, Perceval a percer un animal par sa lance, et donc il y a trois gouttes de sang qui tombent sur la neige, et à partir de ces trois gouttes de sang, il y a cette phrase qui est magnifique, qui est, en fait, il repense à tout son monde, à tout ce qu'il a laissé derrière lui en tant que chevalier, et à sa mie, sa belle, et il dit, il y pense si bien qu'il s'oublie. Et en fait, Mhm. il voit le monde à partir de ces trois gouttes-là. Tandis que chez Abu Taman, le poète d'islam, c'est Allah. Allah est partout. Il est dans la dague, il est dans le sang, et je vais couper des têtes et les ramener à ma belle. Et en fait, il y a quelque chose de beaucoup plus où Allah est dans tout. Et finalement, ça correspond bien assez à la pensée musulmane, où en fait Dieu est dans chaque chose, dans chaque élément. Tandis que la pensée occidentale est plus dans le fait de on pense d'abord à soi et aux éléments de notre raison pour les incarner dans des gouttelettes qui tombent, des gouttelettes de sang. Et je trouvais ça absolument fabuleux. J'ai juste à mentionner Chrétien de Troyes pour ça. Et, euh, et voilà, ces poètes à lire absolument chant euh, chant d'islam et de guerre d'Abou Taman qui est vraiment aussi magnifique et qui nous invite vraiment à penser de façon beaucoup plus historique. Elle en parlait tout à l'heure, et c'était très intéressant du point de vue politique qui peut émaner de certaines de nos lectures. Moi, je crois que c'est profondément intéressant et qu'à partir d'un certain temps, on parle aussi quand on parle de ces témoignages-là, on parle aussi de témoignages historiques, même dans la littérature. Et donc voilà, donc cette œuvre qui est considérable de Chrétien de Troyes,
et qui a fait tous nos mythes et qui continue, je crois, de faire nos mythes et de nous élever en tant que mon petit Français a espéré être des grands chevaliers. Et je finirai par, par un moderne qui est Sylvain Tesson, qui disait pendant sa conférence, qui n'est pas du coup chrétien, mais qui disait pendant sa conférence des régions, mais finalement, il parlait des régions, il disait, mais comment avons pu nous faire une France à partir de cinquantaine de rois, de 5 républiques et de 3 empires? Et puis il terminait sur l'histoire de France de Michelet en disant mais c'est un arlequin impossible et le mythe, le rêve de l'État, de la nation, de la France avait triomphé de la réalité à partir des régions. Bon, c'était phénoménal, je vous invite à aller voir ça, c'est sublime. Et donc voilà, la littérature nous invite à penser en histoire, en géographie et puis même en bien d'autres termes politiques. Et je trouve ça très intéressant. Et bon, le socle chrétien de Troyes. Voilà pourquoi D'accord. je voulais en parler. Le socle français. Super. Un bel éloge de Chrétien de Troyes. Merci Gringoire. Favre, est-ce que vous voudriez nous parler d'un autre auteur avant d'aborder le grand Pascal? Oui, et j'ai envie de parler d'Apollinaire, et ça va recouper un peu les derniers mots de l'ami Gringoire. Parce que quelque chose que pas mal de gens ignorent, c'est qu'en fait, Apollinaire n'était pas français. Il arrivait en France à 10 ans seulement. Donc déjà, un des plus grands poètes français n'avait pas le français comme langue maternelle quand même. Mhm. Ce qui en soi situe, hein, il y a pas beaucoup d'autres exemples comme ça. Il y a Conrad pour l'anglais, parce qu'il était polonais. Et donc, Apollinaire lui-même était polonais en fait, parce que sa mère était polonaise. Il était né en Italie, et donc avec le droit du sang, il était polonais, enfin sujet de l'Empire russe, parce que c'était encore l'Empire russe à l'époque. Tout ça pour dire que D'accord. donc cet homme quand même qui n'était pas français a été naturalisé pour pouvoir faire la Première Guerre mondiale du côté de la France. Il y a été en 1916, donc il savait très bien où il allait et il a quand même Mhm. choisi d'aller au front, contrairement à son grand ami Picasso qui lui a bien pris, comme toujours, la peine de ne rien donner aux autres et de rester dans son coin. Cette petite parenthèse faite donc pour Apollinaire. Euh, En tant que poète, en fait, c'est un cas extrêmement intéressant parce c'est un peu l'illustration de l'idée que des fois, les grands novateurs sont ceux qui sont les plus passéistes. C'est-à-dire qu'il était fasciné par les textes médiévaux. Quand vous lisez Apollinaire, des fois, vous tombez sur des mots que vous ne voyez jamais, à part dans des textes médiévaux. Par exemple, je me rappelle, je ne sais plus lequel de ses livres, il parle d'un papego. C'est un vieux mot pour dire perroquet. Mais quand je dis Mhm. un vieux mot, ça nous ramène à Chrétien de Troyes. C'est vraiment littéralement de la légende arthurienne. Et ce qui est assez intéressant chez lui, c'est de voir comment cet étranger, qui du coup, c'est assez intéressant, a appris le français de manière consciente. Parce que c'est pas sa langue à la base. Il l'a appris à 10 ans. Donc il a des Mhm. souvenirs de l'apprentissage du français. Comment, en fait, il est parti dans le plus ancien pour faire le nouveau. C'est lui qui a inventé le terme de surréalisme. Les premiers surréalistes l'ont connu et ont été beaucoup influencés par lui. La première pièce considérée comme étant surréaliste, c'est les Mamelles de Tirésias, c'est une pièce d'Apollinaire. Donc il a à la fois fait la fin du symbolisme, le début du surréalisme, et il l'a fait en se nourrissant beaucoup en fait de l'archaïque quelque part. Et ça nous ramène au début de notre discussion avec cette idée de cycle. Et c'est intéressant de voir comment souvent, on dit souvent que le postmoderne redevient un peu archaïque, et il y a un peu de ça chez Apollinaire. Il y a ce mélange de très ancien d'ultra moderne qui est assez fascinant. Donc je vais juste pour clore un peu mon éloge d'Apollinaire que j'aurais mis en premier si j'avais pas mis Balzac. Il y a aussi un vers de lui qui m'a bouleversé, et on parlait de changer d'avis précédemment. C'est dans les calligrammes, donc des poèmes qu'il écrit sur le front, parce qu'il a quand même inventé les calligrammes en étant sur le front. Donc il fait une description de la guerre, donc des hommes qui s'entretuent. Il rappelle que les hommes sont même méchants entre eux, même en dehors de la guerre. Et là, il dit, c'est pourquoi faut au moins penser à la beauté, seule chose ici-bas qui jamais n'est mauvaise. Et cette Mhm. idée que la beauté est la seule chose qui n'est jamais mauvaise, c'est encore une fois une pensée qui peut aider dans des moments un peu difficiles, parce qu'on se dit, au moins, on a toujours cette chose-là. Magnifique. Et donc c'est un calligramme, donc il a écrit ça d'une certaine façon, Alors, de façon à faire c'est- un alors pour le dessin sur coup, la page? Alors pour le coup, non, dans le recueil des calligrammes, il n'y a pas que des calligrammes. C'est un peu D'accord, le paradoxe. d'accord, Mais oui, d'accord. il y a des calligrammes, effectivement. Excellent. Ben, peut-être celui dont je parlerai un peu, c'est Montaigne. Rabelais ouvrait le siècle. Montaigne, en un sens, le ferme. Ce qui est assez extraordinaire chez Montaigne,
c'est que on a quelqu'un qui prétend ne parler que de lui, mais qui en fait parle de tout, pour employer un mot américain qui est passé en français, développement personnel. C'est une bibliothèque de développement personnel à soi tout seul. On feuillette les essais sur n'importe quelle page, sur tous les sujets. On va trouver des conseils et aussi l'expérience de Montaigne. Et aussi parce qu'il a une culture immense, des citations et des évocations et des exemples qui sont tirés de l'Antiquité grecque, de l'Antiquité romaine. Lui-même a été maire de Bordeaux, comme on sait. Il a été diplomate. Il a effectué des missions pour le roi de France. Donc, il connaît aussi bien la politique de son temps. Il parle des guerres de religion de son temps. Il a voyagé en Italie. Enfin, bref, c'est vraiment une somme à soi tout seul. Et si je peux m'abriter derrière une autorité qui est celle de Léon Tolstoï, Léon Tolstoï, justement, disait, si j'avais à aller sur une île déserte, on revient à l'île déserte, je demanderais 2 livres, la Bible et les essais de Montaigne. Voilà, j'arrête mon éloge de Montaigne là-dessus. Est-ce que vous voulez maintenant parler encore une fois, de votre auteur numéro un? Ouais, bien sûr, avant toute chose, je voulais quand même. C'est très bien d'avoir mis Apollinaire. J'ai une remarque à faire qui est finalement une récitation, et puis la seconde, ce sera une question pour notre ami Fabre. La première récitation que je souhaitais faire, c'était quand même sur le poème Le Coin d'Apollinaire, parce que ce poème est magnifique. Je ne sais pas si vous le connaissez, mais ça raconte en fait des miséreux qui attendent d'avoir un patron sur les quais de Seine. Et c'est un poème qui est tout à fait magnifique. Et bon, je lis simplement la fin. Les fiacres en roulant près du toit les éclaboussent. Les passants par-dessus sans les voir les repoussent. La pluie souvent les fait mouiller jusqu'aux os. Ils relèvent le col et la veste, courbent un peu plus le dos, disent sacré, bon Dieu de bon Dieu et tous. Ça durera jusqu'au jour où dans l'hôpital ils cracheront le reste de la vie en noir. Ça y est, jusqu'à la gauche. Ils pleureront peut-être comme un petit gosse qui a mal et crèveront en murmurant ça y est, c'est le bon Dieu qui m'embauche. C'est génial. Voilà, ça c'est Mhm, première petite référence apollinaire que j'apprécie aussi beaucoup. Et la seconde, c'est sur le poème du Mal-aimé qui finalement serait potentiellement un poème de Rimbaud, un poème rimbaldien sur lequel serait tombé Apollinaire, on aurait fait l'acquisition qui ne serait jamais sorti. Alors voilà, bon, je ne sais pas si vous en avez des évocations. En tout cas, le poème du Mal-aimé qui est pareil, absolument mon île au loin, ma désirade. Enfin, et on sent un Apollinaire qui peut-être aurait retravaillé le poème, mais on sent quelque chose de profondément rimbaldien, là beaucoup moins carré que ce que je viens de vous lire, avec des yeux sur la belle comme une putain et la terre. Enfin, ouais, c'est génial. Mais on trouve quand même quelque chose de très rimbaldien sur la vulgarité, notamment, mais aussi sur voilà, sur cette énorme poésie où il est là. C'est un amour d'Allemagne. Enfin, c'est déjà lancé sur toute l'Europe. C'est génial. Donc, je ne sais pas si vous avez évocation un peu des choses à dire sur le mal-aimé. Mais en tout cas, oui, je soutiens sur Apollinaire aussi, très grand poète. J'ai jamais entendu dire que la chanson du Mal-aimé n'était pas d'Apollinaire, mais ça ne veut rien dire. En tout cas, j'ai jamais entendu dire ça. Favre, est-ce que vous avez entendu parler de ça? Même chose, je connaissais pas cette histoire. Je vais essayer de chercher, mais c'est tout à fait, enfin, c'est pas complètement absurde, mais j'en ai aucune idée. Mais La, la- c'est un grand fouineur de bibliothèque. Donc c'est pas complètement aberrant en tout cas. L'anecdote vient aussi d'un amoureux absolument de Rimbaud, un amoureux absolu qui est Gainsbourg, qui disait que finalement Ah, les seuls poèmes, seuls bons poèmes qu'avait fait Apollinaire, elle les avait volés à Rimbaud. Donc voilà, c'était la petite ouais. dick, et puis c'est histoire de lancer aussi. Alors, C'est il n'est peut-être pas un peu complètement biaisé. Voilà. aberrant. Il est aussi possible qu'il soit arrivé à Gainsbourg de mentir. Donc, Ou d'être ivre. Jamais. Est-ce que vous voulez encore parler de votre auteur préféré? je pourrais enchaîner, ça serait Pascal, et c'est intéressant parce que vous avez mentionné Montaigne. On met toujours face à face Montaigne, enfin, toujours peut-être pas, mais très souvent face à face Montaigne et Balzac. Balzac, Pascal, si Mhm. je confonds, ça va pas aider. Donc on met toujours face à face Montaigne et Pascal, et c'est intéressant que Tolstoï ait été passionné par Montaigne parce que je pense que on met aussi souvent face à face Tolstoï et Dostoïevski. Et pour le coup, il y a Mhm. quelque chose de très dostoïevskien dans le tourment de Pascal. Et d'ailleurs,
quelqu'un comme Camus, qui était fasciné par Dostoïevski, adorait Pascal. Quelqu'un comme Nietzsche, qui était fasciné par Dostoïevski, adorait Pascal aussi, puisqu'il disait que c'était le seul chrétien logique. Donc il y a peut-être du côté montagnien et du côté donc de Tolstoï que je connais moins, un aspect fondamentalement optimiste face à la vie, alors que chez Pascal, on va pas se mentir, l'optimisme n'est pas de mise. On est vraiment dans le jansénisme qui pense qu'il y a beaucoup d'appelés, peu d'élus. Mais ce qui est, je trouve fascinant avec Pascal, c'est qu'on a le côté moraliste de tous les moralistes du XVIIe siècle, donc avec une acuité dans la description des passions humaines quotidiennes, dans tous les mensonges de l'amour propre, dans tout ce qu'on se raconte par lâcheté. Mais il y a aussi, j'ai envie de dire, ce qui est en haut, c'est-à-dire déjà un attachement à la probité intellectuelle qui est extrêmement intéressant, avec notamment l'idée des trois ordres. Donc, on va pas embêter les auditeurs, mais cette idée que il y a d'un côté donc la science, d'un côté la foi, d'un côté la politique, et que ces choses-là ne communiquent pas. Et cette volonté de le tenir, même quand ça ne l'arrangeait pas, en fait. Et donc, c'est cette alliance assez rare entre l'attention aux choses quotidiennes, à ce qu'on parlait tout à l'heure que Hugo méconnaît, donc la petitesse de l'humain de tous les jours, la force des habitudes, la force de l'imagination, la force de l'amour-propre, mais en même temps, comme dirait l'autre, une attention à ce qui est le plus abstrait, à ce qui est le plus grand, et la volonté de faire tenir les deux ensemble. Et il y a très peu d'auteurs capables de faire les deux en même temps. Donc c'était très lié à son côté chrétien de penser qu'on est à la fois divin et maléfique. Mais voilà, cette capacité d'être à la fois un grand scientifique, un grand théoricien qui va être dans des horizons très hauts avec une langue parfaite, mais de ne pas nier que tout ça repose sur de la petitesse. Et lui disait une des plus grandes réussites de l'humanité, c'est de partir de quelque chose d'aussi médiocre et d'arriver à quelque chose d'aussi grand. Est-ce que si je peux jouer l'avocat du diable, il n'y a pas chez Pascal quelque chose de limité? Est-ce qu'on n'a pas besoin d'être chrétien pour apprécier complètement Pascal, là où on peut être sceptique, on peut être épicurien, stoïcien, on peut être chrétien comme Montaigne l'était lui-même pour apprécier et se nourrir de Montaigne? Je vais tricher et m'abriter derrière une autorité, donc un prix Nobel Allons-y. de littérature, Albert Camus, Hein. qui avait noté dans ses carnets: Je suis de ceux que Pascal bouleverse et ne convertit pas. Pascal, le plus grand de tous, hier et aujourd'hui. Et même chose avec Nietzsche, qui considérait le christianisme comme une étape obligatoire mais dépassée. C'est vrai qu'il y a une forme de tension, parce qu'il est impossible de penser Pascal sans le christianisme, et forcément, quand on se confronte à Pascal, on se confronte au christianisme. Mais c'est surtout un christianisme dans le sens de la dualité de l'être humain, le fait qu'on a deux parts en nous. Et le christianisme, alors quoi qu'en dise Pascal, le christianisme n'est pas la seule sagesse du monde qui a imaginé qu'il y avait deux parts dans l'homme. Il y a des grands qui sont arrivés à faire les deux, ne pas être chrétien tout en étant pascalien. Et quelque part, on pourrait dire que voilà, Pascal représente une manière de penser qui, en Occident, a pris la forme du christianisme et qui, en Asie, que je connais mal, a sans doute pris d'autres formes. J'avoue que après que tu as cité Camus et que tu m'as redonné un deuxième coup de massue avec Nietzsche, qu'est-ce que je peux répondre à ça? Mais c'est intéressant parce que je me faisais une idée justement de Pascal comme purement chrétien, pouvant seulement intéresser des gens dans une certaine mesure chrétiens. Et bon, je vais me coucher moins bête ce soir, comme on dit au Québec. Gringoire, est-ce que vous voulez nous reparler de Céline? Oui, bah absolument. Ça a peut-être moins fondé les morales, mais moi, comme je vous l'ai dit, et comme je me fais l'avocat depuis tout à l'heure de mes pauvres gens, je suis quelqu'un du quotidien. Hein, voilà, je côtoie les bus, comme je l'ai rappelé. Victor Hugo côtoyait pas trop les bus. Non, mais en tout cas, voilà, je me fais vraiment la vie des personnes que je peux rencontrer au quotidien. Et pour moi, s'il y a une personne qui a touché au sublime dans l'évocation de ce qu'est l'être humain, c'est Céline. Pourquoi? Parce qu'il allait, pardon de l'expression, me mettre une sonde anale sur l'homme. Voilà, il est sondé et on sait bien ce que c'est et avec toutes ses joies et ses misères. Et en fait, il y a un million d'exemples. Dans le voyage au bout de la nuit, dans ses autres bouquins. On parlait de Montaigne tout à l'heure.
Céline, il y a un petit passage qui est excellent, un moment où il doit guérir Bébert, qui est donc un de ses sortes de fils adoptifs qui trouve sur son chemin au bout de la nuit. Et il y a un ce moment-là où il va sur les quais, il rencontre une femme qui lui vend un Montaigne. Et en fait, Céline se met à lire Montaigne comme ça après être descendu du quai. Bon, bref, c'est sublime, ça après si faut lire. Et à un moment, il dit, mais il me semblait qu'il n'y avait rien pour moi et qu'il n'y avait rien pour Bébert sur cette terre, tandis qu'il essayait de le guérir, pas même dans Montaigne. Et, D'accord. euh, et en fait, c'était sur une lettre qu'avait envoyée Montaigne à sa femme en disant sur un fils à eux qui venait de mourir et dont Céline faisait l'évocation sur Bébert tout de suite. Et en fait, c'est ça qui est génial, c'est que à chaque fois, il y a un exemple encore une fois sur Alcide, où cet homme qui rencontre au bout de la jungle en Afrique, après son passage à Fort-Gono, où Alcide, tant bien que mal, essaye de faire vivre une nièce à lui qui est dans le lointain, qui est restée en France, près de Bordeaux, qui essaie qui a peine à vivre, ses parents sont morts, etc. Et il n'y a plus qu'Alcide pour le libérer. Et il y a cette phrase, mais il tutoyait ses anges, ce garçon, il n'avait l'air de rien. Et il lui a offert assez de tendresse pour refaire un monde et cela ne se ne voyait pas. Et en fait, c'est ça tout Céline, c'est qu'il va dans la basse, il va dans la nuit la plus profonde. Et en même temps, il y a ces éclats, il y a ces éclairs d'humanité, de beauté qui arrivent et qui viennent racheter le monde pour lui. Et c'est ce qu'on voit aussi dans le voyage, ses débuts. Mais rien n'est acheté dans le voyage. Chaque phrase est parfaite. Et c'est en ça que c'est considérable comme œuvre. Et puis même sur des périodes, on parlait de classicisme, mais c'est un auteur classique. Il est classique, il utilise des subjonctifs imparfaits. J'ai eu la remarque tout à l'heure. Il est absolument classique dans sa forme euh, euh, sans le vouloir. Et ses premiers vers, quand il a ses premiers vers sur notre voyage à nous est entièrement imaginé, tout le reste n'est que déception et fatigue. Voilà, notre vie va. Enfin, et puis il termine ce ça, l'Itrélodie qui ne se trompe jamais. Voilà, c'est un voyage, rien de plus qu'une histoire imaginaire. Et puis d'ailleurs, tout le monde peut faire autant. Il s'agit simplement de fermer les yeux, c'est de l'autre côté de la vie. Mais c'est tout ça la littérature. Et pour moi, c'est insensé de penser autrement. Voilà, bon, je suis évidemment passionné, mais il y a encore une dernière chose que je voudrais dire sur cette phrase, qui est si bien repris par Denis Ponalides quand il le lit. Et on sent vraiment l'attention. D'ailleurs, il faut vraiment entendre Céline lue par Denis Poladides pour les lecteurs et les auditeurs qui n'arrivent pas à se mettre dans Céline parce que c'est sur YouTube, parce que c'est gratuit, parce que c'est 8 heures où fumez une cigarette à votre balcon et écoutez Denis Poladides dire Céline, merde, c'est génial. Et il y a un moment, il y a cette phrase tremblante de Céline au début de son gros roman, sur le mort à crédit, il dit je pourrais dire, moi, toute ma haine, je sais, je le ferai plus tard s'ils ne reviennent pas. J'aime mieux raconter des histoires, j'en raconterai de telles qu'ils reviendront des quatre coins de la terre pour se venger. Alors tout cela sera fini, je serai bien content. Pour moi, on peut pas faire mieux parce qu'il a insulté les trois quarts de la littérature, parce qu'il a insulté les hommes, et en même temps parce qu'il leur offre quelque chose de profondément chrétien, lui qui n'était pas, qui est un pardon lettré, un pardon fait de témoignage. Et c'est ça, c'est qu'en même temps, c'est voilà, c'est un Nietzschéen, c'est en même temps un grand chrétien, c'est quelqu'un qui arrive pour moi à réconcilier l'œuvre du Christ par quelque chose de très violent, de très vitaliste. C'est en même temps quelqu'un qui va regarder les besogneux, mais qui va faire son travail. C'est un fasciste en même temps que c'est un communiste. C'est un vitaliste en même temps que c'est quelqu'un qui va se laisser mourir. Il est tout incarné et il s'est rendu malade en même temps qu'il s'est rendu génial. Et pour moi, il a tout connu. Et il y a cette phrase aussi que disait Balzac de Lucien de Rubempré, il en était malade et il vomit dans ses premières soirées à Paris. Peut-être c'était trop pour lui d'avoir vécu, entièrement vécu. Et ben, je crois qu'en Céline a entièrement vécu et qu'en cela il peut parler. Et ça, pour moi, c'est très important en tant que personne qui ait côtoyé voilà, des milieux sociaux extrêmement différents. Je crois qu'on se reconnaît dans une humanité célinienne. Et Céline est infatigablement, je pense, le plus grand auteur de ce temps et de tous les temps. Voilà. J'aurais défendu comme je le Merci. pouvais. C'est une très belle défense. J'avais tendance à voir dans une œuvre comme justement le Voyage au bout de la nuit quelque chose de complètement noir, sans aucun recours, sans aucun rachat, sans aucune rédemption, par opposition à des œuvres qu'il a écrites plus jeune, comme par exemple ce petit mémoire qu'il a fait sur Semmelweis à l'époque où il faisait ses études de médecine
où là, il y a encore de façon très explicite l'idée que des hommes peuvent être bons, alors que dans Le Voyage au bout de la nuit, il me semble qu'ils ont tendance à être systématiquement intéressés. Et c'est très très rare d'avoir des personnages. Je pense qu'il parle d'une femme américaine à un moment qui, de façon exceptionnelle, est quelqu'un qui donne de l'argent, qui est généreuse. Mais il me semble qu'il n'y a pas de rachat chez Céline dans Le Voyage. Mais le passage avec Lily ou Lola, enfin, ce passage-là avec la Canadienne, justement, quand il va à son trajet, il va prendre son train en gare et je ne suis plus trop sûr de mon aventure maintenant que je vois débarquer la machine. Mais c'est génial. Et pareil, il finit à chaque fois, et c'est là où il est beau, c'est que comme Alcide, comme ce passage-là, comme à la toute fin du livre, il finit par une confession qui a un message vraiment de la confession qui vient racheter tout. Parce que là, il dit je ne serai jamais aussi vilain, tant de beauté et d'Amérique elle avait fait vivre en moi tant de beauté et d'allégresse elle avait fait vivre en moi pendant ces quelques temps d'Amérique. Et c'est là où il la rachète, et c'est encore là où il rachète à la toute fin du livre, à la fin de la confession, où finalement il enlève l'homme, il enlève la mort qu'il vient d'avoir de son ami, de Bardamu, son ami. Enfin bref, il enlève finalement ce parti-là, il se concentre sur la scène, il se met à venir, il se met à, le soleil qui m'est arrivé depuis la scène, et puis il dit, et puis il termine par on n'en parlera plus. Mhm. Comme une forme de confession qui vient se terminer, comme un prêtre qui nous dit, bon, voilà, tes péchés, je les ai entendus, Dieu les a entendus, on n'en parle plus. Et tu vas te reconstruire avec quelque chose. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'il a fait tant polémique après, derrière, avec son second roman. On attend effectivement quelque chose de plus positif. Mais non, pour moi, incontestablement, une œuvre qui donne justement de l'espoir dans ce monde capitaliste où on voyage de la modernité, où il y a encore des semblants d'espoir chez des gens qui ont des auréoles au-dessus d'eux qu'on ne voit pas. Et justement, il faut être sélénien pour aller les voir et pour leur dire, OK, ce monde, c'est de la merde, mais il reste quand même quelques mouches excellentes, quelque part. D'accord. Une image assez rimbalienne. Favre, est-ce que vous avez envie de réagir par rapport à Céline? Moi, personnellement, j'ai lu beaucoup Céline, notamment pour le style. Je suis relativement d'accord dans l'idée que dans Le Voyage au bout de la nuit, il y a encore des éclaircies. Par contre, et ça rejoint un peu ce que vous avez dit, Erenas, précédemment à son sujet, on sent que passé ce roman-là, il commence à se raidir un peu, et ça se voit, il commence à avoir, c'est là où il commence à un peu accumuler les déclarations théoriques. Et on voit qu'aussi dans son écriture, notamment après-guerre, ça devient de plus en plus systématique et de plus en plus, comment dire, oui, de plus en plus systématique. Le voyage au bout de la nuit, c'est novateur, mais il y a encore des moments où, par exemple, il y a des phrases qui ressemblent à des aphorismes. Et plus on avance dans l'œuvre, moins il y en a. Et on sent qu'il force un peu, et il force aussi un peu son personnage. Tout le personnage qui s'est construit après-guerre. Alors certes, il y a un côté un peu dérangeant qui fascine, mais même si ces romans d'après sont très intéressants et sont très beaux, je pense il s'est pas amélioré en vieillissant et que justement cette lumière qu'il avait encore dans Le Voyage au bout de la nuit, il la perd petit à petit. Et comme vous, Erenas, je trouve que c'est ce qui lui manque un peu. Sa noirceur est trop systématique. C'est la différence avec quelqu'un comme Dostoïevski qui décrit les mêmes types de bas-fonds, voire pire, ou même Solzhenitsyn, mais où il y a toujours quand même quelqu'un qui rattrape. Céline, passé Le Voyage au bout de la nuit, il y a plus grand monde qui rattrape plus grand chose. C'est au mieux grotesque, au pire tragique. Bon, là, je vais me faire l'avocat du diable tout de suite, mais par exemple, dans Les Beaux Draps qui arrive en 41, qui est un Lex qui n'est pas censé être lu, je le trouve justement complètement surmené avec une tension, avec toute la question politique qui arrive derrière. Et en fait, il y a un moment dans Les Beaux Draps, il y a plein de trucs achetés dans Les Beaux Draps, mais il y a un petit passage sur l'école où il faut refonder l'école. Et c'est ce que je dis sur mon article. À un moment, je prends l'école. Nous périssons derrière les cieux, nous vomissent, nous périssons derrière boutique, etc. Oui, il reprend l'école. C'est Mélenchon. Il est mélenchoniste. Il arrive et il dit, mais en fait, mais que dalle. On va refaire vivre tout ça. On s'en fout d'une école des beaux-arts. C'est pas moi qui en dirai du mal. J'ai échoué, etc. Mais on veut autre chose. On veut une école où les enfants sont tous voix sous poésie. C'est ce qu'il dit. Et en fait, il est très critique, mais envers des gens qui font les décisions. Et c'est à ce moment-là où moi je me suis dit, il propose quand même quelque chose d'autre que cette vision terne et négative. Bon, là, sous un fond d'antisémitisme pas possible, mais sur cette page-là de la refonte de l'école, il est absolument, déjà, là, il est plus antisémite du tout. Enfin, en tout cas, il parle plus des juifs comme question, mais il parle vraiment d'une refonte positive et avec toute son énergie, toute sa verve. Et là, c'est génial. Et c'est vrai que je suis d'accord que il est quand même la plupart du temps très très noir.
mais parce que enfin, c'est aussi une vision difficile de l'existence. Bon, mais je le trouve passionnant sur cette question-là. En tout cas, voilà, je me fais l'avocat du diable là-dessus. Mais après, c'est vrai que je vous rejoins là-dessus. Il est quand même noir la plupart du temps. Mais je trouve que ça va quand même parfois en s'améliorant, notamment après son épopée d'un château l'autre, où il a quand même. Il y a un côté auprès de la vie où il y a cassure, et là où il est complètement dans la dégénérescence. Et je pense que là, on peut plus enlever le poète de l'œuvre, hein. On n'aurait jamais pu l'enlever chez Céline, mais là, c'est encore plus marqué. Et là, il est encore plus noir. Et après, vous m'avez fait que du mal, Gallimard m'a volé. Voilà, etc. Donc là, oui, ça devient limite un peu dérangeant quand on est célinien cette période-là, parce que c'est très bien, c'est bien écrit et on adore voir quand Céline sent le caca de Pétain, c'est génial, mais on a envie d'autre chose, quoi. Et c'est vrai que c'est des questions qui laissent un peu en suspens, malheureusement, et qu'elle ne répondra plus. D'accord. Mais de toute façon, ça n'efface pas Le Voyage au bout de la nuit, ça n'efface pas ce qu'il a écrit avant. Pour revenir au début de ce cycle d'un monde moderne qui est dirigé par l'argent et qui a été si bien décrit par Céline, on peut terminer sur Balzac. Balzac que nous avons cité tous les trois. Personnellement, j'hésite entre Montaigne et Balzac, celui que j'emmènerais sur mon île déserte. Mais parlons un peu de Balzac. Ce que je trouve fabuleux, hormis la taille de l'œuvre, on parle dans le cas de la comédie humaine d'un minimum de 90 œuvres. Toutes n'ont pas la taille des Illusions perdues. Il y a aussi des œuvres qui ont un peu plus la taille d'une nouvelle. Vous mentionnez le colonel Chabert tout à l'heure, Gringoire. Néanmoins, c'est une œuvre complètement prodigieuse, avec aussi riche que la vie. Et ce qui est complètement incroyable, je trouve, c'est deux choses. C'est que chez Balzac, tout est exact. Je relisais récemment Eugénie Grandet et on a le début d'Eugénie Grandet, je ne sais pas si vous vous rappelez, commence par décrire Saumur, par raconter un peu l'histoire, par dresser le décor économique, puis ensuite une rue de Saumur, et puis ensuite une maison qui est la maison Grandet. Et puis de fil en aiguille, il nous parle du père Grandet et puis des différents personnages et chaque personnage est amené dans son milieu, dans son environnement, de façon tout à fait naturelle, et tout sonne juste. C'est-à-dire que la moindre pierre qu'il va décrire dans la maison, le moindre objet qui est posé dans la salle et utilisé pour telle chose, tout a un sens et tout est exact et riche comme la vie. Et c'est ça, je pense, qui fait de Balzac un personnage exceptionnel. C'est comme si spontanément, la vie sortait de lui. Paul Morand disait de Balzac qu'il avait le don de traverser les êtres, et ça, c'est quelque chose de complètement incroyable. C'est quel que soit le personnage qu'il décrit, le vieil avare, l'enfant, la jeune fille amoureuse, on a l'impression qu'il a vécu lui-même toutes ces vies-là et qu'il nous raconte ses souvenirs. Et ça, c'est vraiment la chose que je trouve fantastique chez Balzac. Et puis la deuxième chose dont j'étais pas conscient jusque récemment, et que j'ai découvert complètement par hasard. Je pense que je vous en avais parlé une fois, Favre. Je me suis amusé à prendre les premières pages du Père Goriot dans une traduction anglaise. Je l'ai retraduit vers le français et j'ai comparé ma pauvre version à l'original. Et Balzac trouvait des mots pour décrire l'atmosphère qui est dans ces petites rues autour du Panthéon que je n'aurais jamais pensé à employer et qui ne venait de nulle part. Balzac est capable d'utiliser un mot auquel on n'aurait jamais pensé et en plus, on ne sait pas d'où ça vient. Et ça fait un effet fabuleux qu'on ne peut pas réduire à une figure de style, qu'on est incapable d'analyser et que lui a eu l'idée d'employer. Ça, c'est la deuxième chose que je trouve complètement unique chez Balzac. Ce qui fait qu'après m'être bien emballé, c'est Balzac que j'emporte sur mon île déserte. Ça y est, c'est décidé. Alors oui, Allez, effectivement, Balzac, on a envie de le mettre, je pense que tout le monde a envie de le mettre un peu au sommet du Panthéon. C'est un peu le grand créateur du roman français moderne. Et il y a surtout, en fait, je pense que tout le monde l'admire pour sa puissance de création qui est un peu sans commune mesure. Il a un côté Victor Hugo pour ça aussi. Le nombre de personnages de la comédie humaine est absolument phénoménal. Et je suis aussi d'accord sur sa... En fait, il avait un coup d'œil assez incroyable. Il avait une capacité à voir le petit détail qui effectivement fait vrai, et à recréer les ambiances. Dans Illusion perdue, le moment où il décrit l'imprimerie, mhm. on s'y croit, on sent les odeurs. Au-delà évidemment, de toutes les descriptions de soirées parisiennes très connues, il est très fort pour traduire les ambiances. Mais moi, alors, j'adore Balzac, c'est vraiment un dieu pour moi. Et c'est un peu comme Hugo, il y a toujours un oui mais. Et le oui mais de Balzac,
Malheureusement, c'est les interférences, et c'est un peu comme Hugo pour ça, c'est les interférences de sa vie avec son roman, et notamment de ses ambitions politiques, qui en plus dans son cas l'ont pas mené à beaucoup d'endroits. Et, et je trouve ce qui est intéressant avec Balzac, c'est qu'il y a un peu la lutte entre le romancier, qui en fait voit la vie comme elle est, la décrit comme elle est, et l'idéologue qui a des visées politiques auprès du parti légitimiste. Et c'est assez intéressant de voir dans certains romans, notamment les romans qui tournent autour des relations sentimentales et donc des relations hommes-femmes, comment vous allez avoir un discours limite caricatural de curé d'église, plaqué sur une histoire où on voit de la finesse psychologique. Et c'est un peu ça qui, je trouve, gâche un peu Balzac. C'est, par exemple, si on prend le roman que j'ai lu il n'y a pas longtemps, c'est Modeste Mignon, qui est un roman assez intéressant. Il y a un mélange de compréhension de comment l'imagination peut amener quelqu'un à faire quelque chose, et juste après, il y a un copier-coller d'une caricature de catholicisme. Et j'insiste, c'est vraiment une caricature. Il y a toujours cette cohabitation de Balzac entre le romancier qui a vraiment l'œil, et à chaque fois, en fait, il y a des romans qui ont été écrits à un moment de sa vie où il voulait s'intégrer au parti légitimiste, et il y a vraiment une espèce de tartine qui plaque à cet endroit-là. Alors des fois c'est génial. J'ai lu il y a pas longtemps Le médecin de campagne où il fait toute une analyse de comment on pourrait vivifier les campagnes. Et donc il analyse bien ce que faisait l'Empire avec les préfets, etc. C'est très intéressant. Et des fois c'est à l'inverse. Il dit quelque chose qui n'a pas de rapport et des fois il se contredit au sein d'un même livre. J'ai pas d'idée en tête là, mais j'ai vraiment des souvenirs de livres de lui où il dit quelque chose en tant qu'auteur qui donne son avis politique et le roman c'est le contraire. Et c'est un peu ça qui le gâche. Malheureusement, mais encore une fois, ça enlève rien à sa qualité. Moi, je sais, par exemple, qu'il y a une phrase de lui qui, pareil, est restée gravée en moi. C'est dans La fille aux yeux d'or, aux cheveux d'or, je sais plus. Il aux yeux dit, d'or. rien ne nous console d'avoir perdu ce que nous avons cru être l'infini. Et ce qui est génial, c'est dit pas d'avoir perdu ce qui était l'infini, mais de Mhm. ce que nous avons cru d'être infini. Mais après, Fantastique. derrière, trois pages après, il y a quasiment un discours de mairie, malheureusement Un discours, pardon? de mairie. Il y a un discours qu'on pourrait D'accord, faire un un maire, discours un de mairie. mariage, D'accord, trois pages après ça. je comprends. Alors, j'avoue que je n'ai pas lu les livres que tu viens de citer. Ils Hmm. sont sur ma liste. Je me lance un défi comédie humaine. Je vais essayer de relire toute la comédie humaine dans les 2 prochaines années. Pour le moment, des œuvres comme Eugénie Grandet m'en semblent exemptes. Mais c'est vrai que Mm. souvent, quand on recommande une lecture de Balzac, c'est Eugénie Grandet. Donc, il y a des chances que ça soit le roman le plus parfait. Donc, je suspends mon jugement, je l'emporterai sur mon île déserte et quand je l'aurai lu en entier, on en reparlera, Favre. Gringoire sur Je Balzac. vais rebondir sur une phrase aussi où il y a le cru qui est très juste chez Balzac. En tout cas, c'était dans L'Illusion perdue où Lucien Rubempré se fait quitter pour la première fois et il écrivait une lettre plein de sentiments qu'un artiste de 20 ans exagère souvent ou quelque chose comme ça. On aime bien Balzac, pourquoi? Parce que Balzac, c'est un peu le côté Zola sur tout ce qui va être le réalisme où il va être très cru sur des détails, il va être très très bon. Donc on a un mélange entre finalement Zola, on a un côté romancier absolu, Alexandre Dumas, où en fait les personnages sont des mousquetaires de la littérature des parfaits méchants, mais en tout cas il y a un côté, il y a un côté chevaleresque encore qui nous tient pendant toute la lecture. Il y a un côté Roger Noir dans le sens où il y a analyse de la politique, et puis bah, comme il est écrit dans le Roger Noir, ouais, s'il ne parlait pas de politique, ce serait pas des parfaits français de 1840. Clairement. C'est génial. C'est pas une phrase de Balzac pour le coup, mais enfin, il en parle quand même énormément. Il y a un côté Proust justement sur cette notion d'aristocratie décadente qui va s'acoquiner avec tous les pompons bourgeois et tout ce qui peut bien aller. Enfin, c'est génial. Et donc je pense que c'est pour ça qu'on l'aime énormément. Et puis il y a un côté parfait. Il y a des phrases parfaites comme Victor Hugo, et il mélange tout ça et c'est Balzac. Et puis moi, là où je l'aime aussi particulièrement, c'est sur sa vie. D'aller choper après la comtesse en ska après tant de bévues alors qu'il fait 180 kilos, qui mange 10 îles flottantes au petit-déj, c'est génial quoi. Il y a le côté aussi, je pense qu'il est attachant, c'est que quand on est écrivain, ou en tout cas quand on s'est imaginé devenir écrivain, il y a tous ces conseils qui arrivent et il écrivait des livres à conseils avant d'écrire des romans. Il a fait 100 traités sur la vie parisienne. Et c'est génial. Il a dit, mais si vous voulez draguer dans des bars, en fait, commencez à essayer d'écrire sur la serveuse et puis elle viendra vous voir. Ça marche. Mhm. Euh, enfin, c'est des conseils, voilà, c'est des conseils de vie si vous voulez réussir, paraissez riche
il faut revêtir les plus beaux costumes de la capitale, quitte à s'endetter. Mais en tout cas, voilà, c'est pour ça, je pense qu'on aime Balzac, parce qu'il est vivant, qu'il est vibrant, et que c'est un mélange entre finalement plein d'auteurs et plein de styles, et qu'il arrive, et il nous met ça sur le papier, et nous, on lit volontiers et on en redemande encore. Et j'étais très triste de finir certains romans de Balzac. Je me suis dit, ah mince, ça fait un peu. Là, je vais vraiment passer pour un dégénéré, mais ça me faisait un peu l'effet quand j'avais 7 ans et que je découvrais les Harry Potter. Dire ah non, c'est terminé, il faut que je passe à autre chose. Et voilà, comme on termine quelque chose qui a que un goût enfantin, bah là, c'est le goût enfantin finalement de l'adolescence qui se termine sur certains bouquins. Et pareil, il est capable du meilleur. Le colonel Chabert, c'est génial. Le colonel Chabert, enfin, bon, d'ailleurs, je serais curieux d'avoir. Vous avez dit, vous avez parlé de Génie Grandet. Moi, le bouquin que je conseille pour les gens qui veulent commencer à lire Balzac, c'est forcément le Colonel Chabert, parce que c'est court, et parce pour moi, on a beaucoup de Balzac dedans, quoi. Donc voilà, je pense que c'est pour ça qu'on l'aime. Et puis ouais, encore une fois, boire du café, ces fameux remèdes pour écrire et pour pouvoir pondre les illusions perdues en moins de 3 semaines. Enfin, c'est dantesque, quoi. C'est gigantesque, c'est un gigantisme, c'est génial. Voilà, je pense qu'il faut refaire des Balzac aujourd'hui, c'est certain. Je ne sais pas si la société ou la langue en ont l'énergie, mais en tout cas, c'est un beau programme. Le colonel Chabert, j'ai beaucoup aimé le début et à un moment, j'ai été déçu parce qu'il y a, sans vouloir déflorer le sujet pour ceux qui n'ont pas lu l'histoire, donc je le dis de façon très vague, il y a une rencontre entre les deux protagonistes principaux, féminin et masculin, et on pense que ça pourrait être le début d'une très longue lutte. Voilà. Et j'attendais 500 pages de lutte judiciaire, et puis en fait, comme vous l'avez dit, Gringoire, c'est seulement 150 pages, j'en dis pas plus. J'ai adoré le début, j'ai été un peu ensuite déçu, mais de toute façon, vous avez dit un mot à propos de Balzac sur lequel tout le monde est d'accord, c'est génial, c'est génial. C'est génial. On a parlé beaucoup, on s'est pas forcément mis d'accord sur le plus grand écrivain français, puisqu'on a un Céline, on a un Pascal et on a Ouais. un Balzac. Mais néanmoins, j'espère que en se promenant à travers la littérature française, on a dit des choses qui ont pu intéresser nos auditeurs. Un mot de la fin, Favre? Moi, j'ai envie de clore sur une citation de Balzac, puisqu'on parlait de lui, et justement de ce qu'il a et qu'on a reproché à Hugo, qui est un peu un de ses pendants au 19e siècle. Parce que j'ai lu il y a pas longtemps Les Employés, qui est un livre qui est pas très connu de lui, où il décrit des employés de bureau. Donc à l'époque, c'était forcément des fonctionnaires. Et c'est assez savoureux par moment parce que c'est un peu The Office avant l'heure, quoi. Il décrit vraiment la vie de bureau qui, pour l'époque, était très rare parce qu'il y avait très peu de métiers où les gens travaillaient dans les bureaux. Et donc, cette phrase, il parle d'un personnage, il dit qu'il a été vaincu par la pire de toutes les misères, une médiocrité qui permet de vivre. Et ça, c'est beaucoup Balzac, c'est de décrire toutes ces petites médiocrités qui permettent de vivre et qui, du coup, finissent par dévorer les personnages. Magnifique. C'est beau. Ah bah, je pense que entre bons littéraires, écrivains, c'est super de terminer par une citation. Et moi-même, j'en avais préparé une pour clore cette émission, que je reprends directement de mon modeste ouvrage Carmès à Vitorne, et qui est finalement une citation reprise de Bukowski, comme quoi on se refait pas. Et donc, je cite modestement. D'ailleurs, toute cette composition polémique, c'était ma faute au début, c'est la faute de Bukowski, car la question comment être un grand écrivain, il répondait, il faut baiser un grand nombre de femmes et de belles femmes et écrire quelques poèmes d'amour décents. Et ne t'inquiète pas de l'âge et ou du talent fraîchement arrivé, bois juste plus de bière et plus de bière encore, et va au champ de course au moins une fois par semaine et gagne si possible. Apprendre à gagner est difficile, n'importe quel crétin peut être un bon perdant, et n'oublie pas, et ton Brahms, et ton bac, et ta bière. Alors voilà, je vous invite modestement à commander votre bac et votre bière et puis d'écrire. Sur ce, merci beaucoup. Et merci. Merci à vous. Bonne continuation à nos auditeurs et à bientôt, j'espère, pour de nouvelles tables rondes sur la littérature. Prenez bien soin de vous. À bientôt, merci. À bientôt.